Par votre projet politique, parce que ça fait 13 ans que vous avez fondé ou cofondé les Indigènes de la République, et que donc vous existez dans le débat public depuis 13 ans, et au fond on aurait envie de savoir aujourd'hui, et finalement vos idées sont parfois, elles sont assez présentes dans le débat et reprises dans les journaux, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que votre projet politique ? Oui, je peux le faire, mais je ne suis pas sûre que tout le monde soit présenté. C'est juste pour... Ah pardon, excusez-moi. Donc moi je suis Carole Barjon, c'est moi qui vous ai écrit. Voilà. Enchantée. Voilà. Sarah Daniel. Je suis chef du service étranger. Timothée Villard et Rémi donc, Noyon, qui vous avez écrit également. Pardon, je suis vraiment désolée. Et qui travaille avec moi. D'accord. Voilà. Alors, on existe depuis effectivement 13 ans. On apparaît dans le débat public en 2005, après l'appel des Indigènes de la République. Qui vient après dans un contexte qui est d'abord celui du 11 septembre, d'une part, et suite au 11 septembre, l'affaire du voile, qui a commencé environ en 2002-2003, qui a été, pour les militants d'immigration dont je faisais déjà partie, même si je n'étais pas militante réellement, je veux dire, je n'étais pas organisée, qui a été alors deux traumatismes très importants, donc le 11 septembre, donc avec une déferlante islamophobe en France, et qui s'est poursuivie dans le débat franco-français par l'affaire du voile, et donc une loi qui allait exclure les jeunes femmes de l'école. Donc à la suite de ça, quand on a constaté, si vous voulez, 2004, la loi de 2004, oui, quand on a constaté, si vous voulez, la manière dont la gauche, donc nos alliés naturels, s'étaient comportés dans le débat, c'est-à-dire globalement soit favorable à la loi, soit, disons, neutre pour les moins malveillants, disons, eh bien, nous avons considéré qu'il y avait eu rupture avec la gauche à ce moment-là, et qu'on ne pouvait plus compter sur les formations de gauche pour défendre les intérêts des populations issues de l'immigration postcoloniale, sachant qu'avant cette période, il y a eu des ruptures et des divorces successifs depuis la marche, des ruptures successives depuis la marche de l'égalité en 83, et qu'en réalité, le divorce... la marche des beurs, la marche pour l'égalité. Et donc, si vous voulez, d'une certaine manière, le divorce avait déjà été consommé, simplement, il se réalisait, pour ma part, je crois qu'il s'est réalisé réellement avec l'appel des Indigènes de la République, dans la mesure où on déclarait qu'il fallait créer un espace nouveau, un espace politique nouveau, où on allait défendre l'intérêt des populations qui vivent le racisme structurel. Pardon, est-ce que je peux juste vous demander ce que vous faisiez dans ces années-là, enfin au moment où au fond vous dites... Moi j'étais une simple citoyenne, j'étais issue de l'immigration, je vivais un peu tous les débats sur le sécuritaire, sur le racisme, de manière un peu individuelle. Si vous voulez, j'étais touchée individuellement, mais je n'étais pas organisée. Donc j'étais nulle part, et je m'engage réellement avec l'affaire du voile. D'accord. Et plus exactement, donc avec l'affaire du voile, mais également, à l'époque de l'affaire du voile, il y a eu la création de Ni pute ni soumise. Donc, avec des copines, on a aussi créé un espèce de contre-feu à Ni pute ni soumise. Dès le départ, on était contre, dans un collectif qui s'appelait les Blédardes. Les Blédardes. D'accord. Ok. Et en un mot, pourquoi vous étiez contre parce que d'abord, on connaissait bien l'histoire de SOS Racisme. Et donc, pour nous, en tout cas dans les milieux d'immigration, il est clair qu'il y a eu le mouvement contre les crimes policiers à l'époque. Donc, la marche pour l'égalité, c'était une marche déjà dont on pouvait espérer qu'elle allait, en tout cas, qui se constituait contre le racisme et pour l'égalité. Et SOS Racisme est venu instrumentaliser cette histoire, cette marche, au profit de ce que nous appelons très clairement l'antiracisme moral. Voilà. La marche pour l'égalité contre le racisme, c'était des militants qui se mobilisaient contre le racisme réel, c'est-à-dire par exemple les crimes policiers, c'était ça à l'époque. Et ça, c'est... Donc voilà, concrètement. Et on est venu remplacer ça, le Parti Socialiste notamment,
par une grande messe antiraciste, le racisme c'est pas bien, déconnecté. Vous faisiez quoi exactement comme différence entre la démarche, comment dire, et les objectifs de la marche des beurs et SOS Racisme? Pour vous, c'est... J'ai bien l'histoire de l'instrumentalisation par le PS. Les marcheurs visaient la police, donc le racisme, les crimes policiers, les violences policières, donc quelque chose de concret qui émane de l'État. SOS Racisme et l'antiracisme moral visent Monsieur et Madame Dupont. Voilà, et ça c'est plus du tout pareil, parce que nous, Monsieur et Madame Dupont, on s'en fout pas mal, parce qu'effectivement, ce n'est pas Monsieur et Madame Dupont, en gros, hein, je veux dire, les discriminations systémiques ne sont pas produites par Monsieur et Madame Dupont. Sont produites par l'État, par l'école, par les institutions. Voilà. D'accord. Ça ne reviendra peut-être, mais du coup aujourd'hui, 13 ans après, justement, pour revenir à la question, vous avez l'impression que quel chemin a été fait? Vous avez quelle place dans le paysage politique? Comment vous voyez? Eh bien, on occupe une vraie place dans le paysage politique, dans la mesure où on a réussi quelque chose qui est que la gauche aujourd'hui est divisée sur ces questions-là. Elle est divisée. Et ça, pour moi, c'est un acquis. Vous pensez à quel mouvement? Parce que c'est cette division qui, pour moi, ne peut nous faire espérer la recomposition d'un champ politique en faveur de la lutte contre le racisme réellement. Donc il y a le fait que la gauche est divisée sur ces questions, qu'elle est obligée de se positionner sur ces questions, donc il y a une bataille qui a lieu. Et dans le camp, disons, de l'immigration postcoloniale, là je peux dire qu'on a gagné, je veux dire, quand je dis on, je parle de l'antiracisme politique. Il n'y a pas que les indigènes de la République, il y a un tas d'associations, je cite le CCIF, je cite la BAN, je cite les femmes qui ont créé le camp des coloniales par exemple. Enfin je veux dire l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix, eh bien ce camp-là constitue aujourd'hui, je veux dire, a suffisamment d'influence pour faire en sorte que les organisations issus d'immigration, les gens qui viennent de l'immigration, en fait, sont politisés à travers ces grilles d'analyse. La division de la gauche, c'était un de vos buts sur cette question? Alors, nous, aux indigènes de la République, nous sommes une organisation politique. Donc, en fait, on a des objectifs politiques. Et un des objectifs politiques, c'est la recomposition du champ politique en faveur de la lutte, de l'antiracisme politique. Et nous disons de la gauche, puisqu'on est des déçus de la gauche, c'est pour ça qu'on lutte à l'extérieur de la gauche, nous disons ceci. Nous disons, parce qu'elle est notre partenaire privilégié, elle est notre adversaire premier. Donc c'est l'éradication de la gauche quelque part? Non, c'est précisément le contraire. C'est une opposition radicale à la droite, l'extrême droite et au PS, radicale, et l'idée qu'il n'y aura alliance avec les autres, donc ceux qu'on retrouve de toute façon objectivement sur notre terrain. Je veux dire, la gauche, on la retrouve effectivement parfois, en partie, en tout cas l'extrême gauche, contre les crimes policiers, on la trouve en partie contre l'islamophobie, on la trouve en partie dans les luttes que nous menons par exemple contre l'impérialisme. Eh bien, cette gauche, nous espérons évidemment la réformer. Donc la division pour nous, enfin la division, c'est-à-dire le fait qu'il y ait aujourd'hui débat et qu'elle se recompose en partie à partir de nos questions, pour nous, c'est quelque chose que... D'accord, alors on va peut-être demander à Gilles Clavreul si il pense qu'effectivement l'objectif a été pour partie atteint ou atteint Alors, moi, ce qui m'a amené à m'intéresser au Parti des indigènes et plus largement j'ai dit mouvance décoloniale, c'est peut-être probablement pas le terme que vous reprendriez. Antiracisme politique vous convient mieux, mais à la limite, peu importe. Non, mouvance décoloniale, c'est bien aussi. Mouvement décolonial, mouvance décoloniale, voilà. Oui, parce qu'elle est pas... Décoloniale, je pense que ça caractérise le projet, le fond du projet, le cœur de votre façon de présenter les choses. Et mouvance, parce que les frontières sont pas nettes. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui participe de la dynamique politique que vous avez cherché à engager. Si je m'y suis intéressé, bon, il y a tout le contexte que vous avez rappelé qui est pas une histoire de 15 ans, parce que l'histoire du voile, elle commence bien avant, elle commence en 89, mais qui est effectivement plutôt une histoire de 30 et quelques années maintenant, depuis la marche pour l'égalité, les impasses et les dévoiements réels, supposés, prêtés, ça comme on voudra, selon les points de vue au mouvement antiraciste et autres, et puis l'émergence, en tout cas très nette, à partir
du début des années 2000 d'un certain nombre de problématiques. Alors, post-11 septembre, c'est vrai, ou concurremment à la démarche qui a été engagée par la commission Stasi et qui a abouti à la loi du 15 mars 2004 sur l'interdiction des signes religieux ostensibles, mais également un certain nombre de reformulations au sein de la gauche et plus encore de la gauche avec l'arrivée ou l'importation, on pourrait dire, d'un certain nombre de thèses, de visions qui viennent plus du continent américain qu'autre chose et où sont portées un certain nombre d'idées sur la défense des minorités, pas seulement des minorités ethniques ou raciales selon les termes, mais également des minorités de genre et ainsi de suite. Et puis la montée, alors là on ne va pas forcément être d'accord sur les termes évidemment, hein, mais de l'islamisme dans ces différents courants, en tout cas de courants ou de formations politiques ou de prédicateurs ou autres dans la filiation des frères musulmans ou dans les différentes familles du salafisme et avec les manifestations que ça peut avoir dans le contexte des banlieues françaises et puis bien sûr la montée de formes de contestation plus radicales dont la cause palestinienne est l'un des vecteurs de mobilisation importants puisqu'on retrouve dans les grandes étapes de mobilisation, de lutte, de réunion ou de pétition ou plus encore de manifestations de rue. On retrouve évidemment chaque épisode de flambée de violence dans les territoires palestiniens. On retrouve des mobilisations côté français. Ce qui m'intéresse plus, enfin ce qui forme je crois la particularité ou la singularité de ce que le Parti des indigènes a incarné, et donc qui fait que c'est pas un mouvement parmi d'autres, mais c'est une espèce d'avant-garde éclairée dans cette mouvance décoloniale, c'est qu'il y a une évidente intention de théoriser la contestation, et de ne pas en rester à la révolte, à la volonté de dénoncer à la fois l'État policier, le racisme d'État et ainsi de suite, ce qu'on retrouve dans beaucoup d'organisations militantes, mais d'aller plus loin et d'enchasser cette critique, en gros, des institutions dans une vision du monde qui fasse un peu système et qui fasse du fait colonial, finalement, le trait de structure qui traverse toute l'histoire occidentale, hein, puisque si on parle du contexte français, mais finalement l'histoire du monde moderne tel qu'on le connaît et qu'on le vit. Ça, c'est une singularité et ça vous donne une place dans l'espace politique qui n'est pas une place comme les autres organisations de ce point de vue-là. Et de ce point de vue, de ce fait, ça vous donne un leadership intellectuel. En revanche, et même si on voit bien la volonté en effet de fracturer la gauche pour la recomposer, ce qui est au cœur de votre démarche, ce qui fait d'ailleurs que vous attaquez systématiquement la gauche, mais très peu la droite et l'extrême droite. En revanche, d'une part, il y a une ambiguïté des formations de gauche proches ou alliées ou pas très loin de vous, qui reprennent volontiers votre dialectique. Par exemple, la dialectique antiracisme moral, antiracisme politique. On voit Rokhaya Diallo dire ça assez souvent, ou d'autres, qui s'affichent avec vous dans certains meetings, dans certains événements, ou qui éventuellement signent des pétitions pour vous soutenir, mais ça ne va pas plus loin. Il y a quand même une espèce de distance que vous aviez relevé vous-même dans un article que je cite dans la note que j'avais consacrée à la mouvance décoloniale. Vous parliez de la ligne BBF, je crois. C'était Fassin, Benbassa. Benbassa, Blanchard, Fassin. C'est ça. Et on voit bien qu'avec eux, vous avez des relations ambiguës, ou eux ont des relations ambiguës avec vous. Je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. La question que je me pose et que je laissais un peu en suspens à la fin de mon papier, parce que je n'ai pas tout à fait la réponse, c'est au fond, quel est votre vrai projet? Est-ce que c'est vraiment un projet politique ou bien est-ce que vous voulez juste exister comme force de contestation avec un leadership culturel que vous exercez de fait, même si alors on peut discuter et gloser sur le rayonnement qui est le vôtre, il est à la fois important parce que, encore une fois, on retrouve votre grammaire dans un certain nombre d'écrits de gens qui se revendiquent pas des indigènes et qui, ça se trouve, vous connaissent même pas, mais qui est limité aussi parce que ça imprègne pas tellement les partis politiques. Et on voit par exemple des formations instituées comme la France Insoumise avoir beaucoup de distance, mettre beaucoup de distance vis-à-vis de vous. Est-ce que vous avez vraiment envie de politiquer au sens penser à
la conquête du pouvoir, la pratique institutionnelle, la forme de gouvernement. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez... Enfin, on sent que c'est un petit peu loin, hein, évidemment, c'est de la politique fiction, mais enfin, si vous étiez au pouvoir, vous feriez quoi? Ou bien, est-ce que la situation dans laquelle vous êtes, de contestation radicale, certes, mais un peu inoffensive, vous convient? Nous, on cherche le pouvoir, clairement. On cherche notre part de pouvoir, en tout cas. On pense qu'on ne peut défendre sa cause qu'en créant des rapports de force. Et qu'en l'occurrence, l'affaire qui est la nôtre, ce qui est celle du combat antiraciste, n'est pas une mince affaire. On en est les victimes. Et on a besoin d'être défendu. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même partir du début. On ne se sent pas protégé. On ne se sent pas protégé. On se sent en danger. Nous sommes collectivement un groupe social opprimé. Et on a besoin d'exister politiquement comme nous y invitait Abdelmalek Sayad. Donc oui, on est dans une perspective de pouvoir. Très clairement. Simplement, le pouvoir, c'est plein de choses. C'est pas simplement prendre le pouvoir politique, c'est-à-dire participer aux élections. C'est quelque chose qu'on peut parfaitement envisager dans les années qui viennent, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout fermé à l'électoralisme, par exemple. Si demain il devait y avoir des listes autonomes pour les municipales, je dis bien autonomes, sans étiquette, ni à gauche ni à droite, eh bien on les soutiendrait. Et si elles se revendiquaient en plus de l'antiracisme politique, ce serait encore mieux. Nous, c'est vrai, vous avez raison, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, on encourage les mouvements d'immigration, même quand ils ne se revendiquent pas de nous, en tout cas d'aller dans cette direction de l'autonomie, et donc, effectivement, au niveau des municipales, prendre sa part de pouvoir au niveau des municipales, et ainsi de suite, il y a tous les échelons. C'est-à-dire qu'on ne s'interdit rien. Donc oui, on est dans une perspective de pouvoir, et le pouvoir tel que nous, on le pense, c'est un pouvoir effectif qui nous permettra de transformer les relations sociales vers plus de justice et d'égalité. Voilà. Mais ça, vous le dites, mais vous ne faites pas de militantisme de terrain, par exemple? On ne fait pas de militantisme de terrain parce que le terrain nous est interdit par le pouvoir. Oui. Quand je dis le terrain, c'est-à-dire les quartiers populaires, par exemple. Plus, la règle étant la suivante, plus on est radicaux, moins on peut rentrer sur le terrain. Par exemple, aucune association financée par la mairie ou par le conseil régional, ou que sais-je, n'invitera les indigènes de la République localement. Aucune. Elle ne peut pas se le permettre. Et c'est ça, notre problème à nous, c'est effectivement la mainmise de toutes les institutions de l'État sur les associations locales. Donc, notre caractéristique fait qu'effectivement, on a objectivement et en toute conscience décidé d'une stratégie par le haut. Mais c'est parce que le terrain nous est interdit. Maintenant, ça ne veut pas dire que... Mais vous ne pouvez pas faire du terrain sans passer par les associations locales? Non, parce que quand on veut militer localement, il faut bien des locaux. Des trucs très basiques, il faut se réunir quelque part. Il faut quelqu'un qui assume de bien vouloir nous accueillir. Or, effectivement, et ça n'est pas simplement par rapport aux indigènes de la République. C'est une histoire de 30 ans, 40 ans. La politisation par le bas est quasiment impossible. Il n'y a de politisation qu'à travers les financements des mairies et des gens qu'on maîtrise, qu'on contrôle. Alors, et le paradoxe, c'est que si on va differ des tracts, je dis n'importe quoi, à Mantes-la-Jolie, bah, les gens sont très contents de nous voir. Pas de problème. Les gens, le peuple de Mantes-la-Jolie n'a pas de problème avec nous. Mais les représentants des associations vont avoir beaucoup plus de... Enfin, c'est pas qu'à titre personnel, ils ne nous aiment pas, c'est qu'ils ne peuvent pas assumer de nous rencontrer. Voilà. Et, alors, Gilles Clavin vous a qualifié. Est-ce qu'en regard, vous pourriez qualifier votre opinion, nous donner votre opinion du printemps républicain? Le printemps républicain, pour moi, c'est une mouvance... c'est pas la gauche, et c'est pas tout à fait... C'est pas l'extrême droite, c'est les néoconservateurs. Qu'est-ce que vous entendez exactement par... Au sens américain du terme? Au sens américain du terme. Enfin, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par américain du terme. Ce sont... je pense qu'ils sont loin de... c'est des gens qui sont... pour moi, des nationaux républicains, ils défendent la nation,
ils défendent, un universalisme que je trouve extrêmement abstrait, mais qui revient à défendre l'Occident, en gros. Voilà. Et un progressisme, disons, bon teint, qui, par exemple, s'il faut défendre les femmes, ça ne sera jamais d'un point de vue radical d'extrême gauche, c'est pas le féminisme radical. C'est, par exemple, la défense des femmes, comme défendraient les femmes, enfin, du point de vue, par exemple, de Schiappa ou de Macron. Vous voyez, c'est pas, on n'est pas dans une... sur les questions progressistes, par exemple, on ne sera pas dans un rapport, dans une critique radicale du patriarcat, par exemple, ou du sexisme. On le sera d'un point de vue libéral. C'est parfait, du coup, sur la question théorique, parce que je disais que c'était effectivement le fond de votre... Je ne sais pas si on peut peut-être partir de... Vous parlez de la République, ou là on part du Maurras, qu'est-ce qui est le plus simple peut-être comme entrée voulez-vous demander en fait, qu'est-ce que vous entendez par le mot race? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Comment vous l'utilisez comme concept? Comment vous le politisez? D'abord, on dit les races sociales. Les races sociales, ouais. Les races sociales, c'est un produit de l'histoire. C'est-à-dire, il n'y a pas de... La race n'existe pas, déjà d'une part. Mais elle existe historiquement et socialement. C'est un produit de l'histoire, au même titre que le genre. Le genre n'existe pas. Les femmes et les hommes, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que les rôles dévolus aux uns aux autres sont des produits de l'histoire. Le genre n'existe pas non plus. Je veux dire, pour moi, le mot race, il n'est pas plus, pas moins problématique que le mot genre. Le mot genre est lui-même pas plus, pas moins problématique que le mot classe. La classe n'existe pas depuis l'époque de Cro-Magnon. La classe existe depuis le capitalisme. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des produits de l'histoire. Et les races sociales sont les produits de l'histoire moderne. Voilà. Il existe des races sociales. Les blancs ont été inventés et les noirs ont été inventés. Ils ont été créés par l'histoire. Alors, en fait, de l'expansion coloniale vers les Amériques, ça a été le moment fondateur, 1492, qui a été le moment de l'expansion capitaliste. Voilà. Et donc, il a fallu justifier de faire venir des esclaves, d'abord de génocider les Indiens, de mettre en esclavage les Noirs, et de théoriser l'infériorisation des Noirs, pour pouvoir tout simplement, en extorquer une plus-value. Et donc, enrichir les colons. C'était le début de l'accumulation du capital. Là, vous faites vôtre, j'imagine, la thèse qui est celle de Ramon Grossfogel, dont j'ai eu l'impression qu'elle inspirait beaucoup de vos travaux, de vos prises de position. Bon, le fait colonial, on pourra en discuter longuement. Moi, ce que je trouve, c'est que vous réduisez beaucoup l'histoire du monde à cette histoire-là, qui est très importante, mais qui ne résume pas toute l'histoire du monde. C'est-à-dire que le fait colonial, il existait avant 1492 et il n'était pas particulièrement moins virulent, non plus que l'esclavage d'ailleurs. Il y a d'autres formes de... Alors c'est là-dessus, ou sur la notion de racisme, et indépendamment de l'aspect moral, pas moral, etc., le fait de dire le racisme c'est mal, je comprends que... Je suis assez d'accord moi aussi pour dire que c'est pas une position politique extrêmement stimulante, donc elle doit pouvoir être dépassée. En revanche, sur le fait de dire, comme le fait Ramon Grossfogel, que toute l'histoire du monde est contenue, enfin du monde qui est le nôtre en tout cas, du monde dans lequel on vit aujourd'hui, de notre moment historique, est contenu dans ce moment 1492, qui est d'ailleurs pour lui deux choses. C'est Christophe Colomb, mais c'est aussi la chute de Grenade. Et je pense que l'un est aussi important que l'autre dans la manière dont il présente les choses. C'est à la fois vrai, mais c'est terriblement réducteur. C'est-à-dire que il y a des empires entiers qui ont connu des relations compliquées et violentes avec l'Occident, mais qui, d'un autre côté, qu'on ne peut pas considérer comme complètement aliénés. Si je pense à la civilisation japonaise, par exemple, ou à la civilisation chinoise, il y en a d'autres qui ont entretenu des rapports avec l'Occident, qui ont été des rapports de réciprocité, d'échange, parfois de violence, de domination, etc. Puis, il y a eu un empire qui, justement, s'est effondré en 1492, mais qui aura été par ailleurs extrêmement dominant, qui est l'empire arabe, et par la suite qui s'est prolongé ou s'est perpétué ou renouvelé dans un autre empire, qui est l'empire ottoman, avec là aussi des formes de domination, d'ailleurs sur une partie de l'Europe qui n'étaient pas particulièrement des dominations tout
tout à fait pacifique. Alors on peut discuter très longuement de ce qu'impliquait exactement le statut de dhimmi. On peut dire, et ce qui est vrai d'ailleurs, que l'Empire ottoman était un empire multiethnique. De ce point de vue-là, il n'avait pas ce caractère de rouleau compresseur qu'a eu par la suite la colonisation occidentale, avec cette volonté de réduire culturellement ou d'élever culturellement, comme on voudra, les peuples assujettis. Mais enfin, pour autant, ce n'était pas une domination particulièrement fondée sur des principes d'égalité, de pluralisme, de tolérance non plus. Et d'ailleurs, quand l'Empire ottoman s'est effondré, dans les années, la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, ça s'est soldé par des massacres qu'on paye encore, hein, d'ailleurs, dans l'histoire européenne, comme on l'a vu à la chute de l'Union soviétique avec la guerre des Balkans. Donc ça pour dire que le fait colonial, oui, bien sûr, et la domination de l'Occident, bien sûr, mais ça, de ce point de vue-là, je vais le dire un peu brutalement, vous arrivez après beaucoup de batailles, en particulier celles qui ont été menées par cette gauche démocratique que par ailleurs vous n'aimez pas, que vous critiquez, hein, j'entends bien, mais qui était celle qui a probablement le plus porté le fer pendant les années 50 et 60 contre la colonisation, contre le fait colonial. Hein. C'était la gauche démocratique, c'était des Domnac, c'était des gens comme ça, des Vidal-Naquet, qui ont été parmi les plus ardents aux côtés du FLN pour les luttes de libération nationale. Cette histoire-là, elle rentre pas bien dans votre schéma pour le coup, et vous en parlez pas, et non plus que vous ne parlez des autres formes de domination coloniale. Donc tout ça pour dire que, oui, j'entends bien, mais en quoi il y a quelque chose de fondamentalement nouveau que la critique du colonialisme, que au fond toutes les formations démocratiques et progressistes peuvent adresser et ont toujours adressé au fait colonial. Je ne parle même pas de l'esclavage, parce que la cause est encore plus évidente. D'abord, on n'a pas du tout un rapport romantique avec le passé. Jamais vous nous entendrez écrire ou dire que la domination n'a pas existé avant 1492. Ce serait d'une stupidité et sûrement pas notre honneur de dire ce genre d'approximation historique et de fausseté, tout simplement. Mais évidemment que la domination a toujours existé. Là n'est pas notre question. D'abord, on n'a pas ce rapport romantique et on ne peut pas retourner au passé. En revanche, on pense que la modernité occidentale commence en 1492. Et en ce qui nous concerne, on fait une différence fondamentale entre la notion d'esclavage et la traite négrière. Parce que l'esclavage, effectivement, a toujours existé. Toujours. Simplement, il n'était pas racial. Les Arabes mettaient en esclavage. Ils mettaient en esclavage des Arabes. Ils mettaient en esclavage des Noirs qu'on n'appelait pas Noirs à l'époque. Ils mettaient en esclavage des Blancs. D'ailleurs, en fait, il n'y avait pas cette nature hiérarchique. La race n'a jamais été théorisée par les Arabes. Elle n'existait pas et elle n'a pas... Et l'esclavage de l'histoire des Arabes n'informe pas le monde d'aujourd'hui. C'est pas à cause de l'esclavage des Arabes ou des Égyptiens ou des Grecs ou que sais-je, c'est pas à cause de ces formes d'esclavage que l'Afrique est dans la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. En revanche, la France-Afrique, la domination française et anglaise sur l'Afrique, elle vient de l'époque coloniale. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'intéresse pas au passé pour s'intéresser au passé, parce que si cette histoire était vraiment passée, et que les États et les nations qui sont nés et qui ont gagné leur puissance depuis cette histoire-là, s'ils n'étaient plus puissants et s'ils n'existaient plus en tant que puissance, on n'en parlerait plus. Or, il se trouve que si moi aujourd'hui je suis une indigène de la République en France, c'est parce que ces puissances qui sont nées de cette époque-là existent toujours et qu'en fait, elles déterminent ma condition. Et la condition, alors moi, ma condition à l'intérieur de l'État-nation, parce que je le dis souvent, mais je le répète, la blanchité est un rapport social, est un rapport de domination. Donc, par rapport à vous, ici autour de la table, je suis une indigène. Je crois, je ne vous connais pas, je ne sais pas quelles sont vos origines, mais en tout cas en France, à l'intérieur de l'État-nation, je suis un sujet racial. Donc je suis non blanche. Mais moi, dans mon rapport à l'Afrique, je suis une blanche. Je suis blanchie. Parce que, malgré tout, je profite, même au bas de l'échelle, je profite un peu des bienfaits de la France, je veux dire des privilèges d'être de la citoyenneté française. Donc vous voyez, c'est un rapport de domination. Donc tout ça, je reviens donc à la question, évidemment,
évidemment que... donc, je reviens donc à ce point sur la différence fondamentale que nous faisons entre l'esclavage en général et la traite négrière qui a constitué de manière juridique, économique et politique les Noirs comme inférieurs. Et qui explique aujourd'hui, évidemment, il y a eu des luttes de libération, il n'y a pas eu de décolonisation, il y a eu des luttes de libération. Donc effectivement, les Noirs, les colonisés ont lutté pour leur libération, mais pour autant, après les années 60, après les indépendances, le système capitaliste étant ce qu'il est, les relations de pouvoir se sont recomposées et la France est toujours en Afrique. Et les États africains ne sont pas libérés. Mais comment vous pouvez réduire les colonisés à l'Occident, au contexte occidental? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront vous dire que dans un même système, il y a des systèmes de domination. Les dhimmis, en termes musulmanes, ont aussi intégré ce même système d'infériorité. Oui, mais bien entendu, je suis encore en train de vous dire que si l'Algérie n'avait pas été colonisée, il y aurait des formes de domination. Je dis simplement que les rapports sociaux, je dis simplement que les rapports sociaux au niveau international, les rapports sociaux de race, ou pas que de race, en tout cas les rapports sociaux de race, sont déterminés par cette histoire-là. Les Noirs aujourd'hui, ou peu importe, ou les Juifs, prenons les Juifs par exemple, ne sont pas aujourd'hui des dhimmis en Algérie par exemple. C'est-à-dire qu'en fait cette réalité n'existe pas. Moi, je vous parle de la réalité concrète, du racisme structurel. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en très très peu de temps, les Arabes et les Berbères, qui étaient considérés comme des Blancs, hein, vu d'Occident, deviennent des non-Blancs? Parce que par exemple, là, j'ai trouvé ça amusant, j'ai acheté un manuel d'histoire géo de CM2 de l'immédiate après-guerre, il a dû être édité en 48-50 par là. Et alors c'est marrant parce qu'on voit vraiment qu'on n'apprend plus du tout l'histoire de la même façon aujourd'hui. Il y a énormément de textes, il y a plein de choses, etc. Et en effet, la partie colonie est une partie en soi du manuel, donc ça dit beaucoup de choses sur la manière dont la France se représentait elle-même et le monde. Mais il y a ce petit détail qui m'a frappé, c'est que les Arabes sont présentés comme des Blancs. Et donc ils sont complètement distingués des autres populations du continent africain de ce point de vue-là. Alors, comment il y a eu ce retournement selon vous? Alors, je suis pas sûre de comprendre votre question parce que lorsque vous dites qu'ils sont considérés comme des Blancs, moi, je ne sais pas qui peut considérer les Arabes comme des Blancs ou à partir de quand on les considère comme des non-Blancs. Ce que je veux dire, c'est que les Arabes ne sont ni des Blancs. Oui, non, mais c'est je veux dire, un historien qui l'a écrit. Oui, mais cet historien, je ne sais pas pourquoi il considère que les Arabes sont des Blancs dans la mesure où les Arabes ne sont pas des Blancs, ni des non-Blancs, ce sont des Arabes. Et les Berbères ne sont ni des Blancs ni des non-Blancs, ce sont des Berbères. Et les Dogons ne sont ni des Noirs, ni des Blancs, ni des non-Blancs, ce sont des Dogons. Non, mais je sais pas, donc, ce que je veux dire, c'est que ceux qui catégorisent les Arabes comme étant des Blancs, c'est qu'ils croient à la question raciale. Moi, je n'y crois pas. Mais alors, j'ai mal entendu, et je viens pas, mais c'est pas vous qui venez de le faire, ça? Vous n'êtes pas vous présenter vous-même comme une non-blanche? Dans les rapports sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une nature qui fait de moi une blanche ou une non-blanche. Je suis blanche dans un espace donné, dans un espace politique donné, dans un espace économique donné. Je suis indigène ici et je suis vue, quand je vais en Algérie, comme une blanche. Les Algériens qui ont la même couleur de peau que moi. Il ne s'agit pas d'une couleur de peau, il s'agit d'un rapport social. Mais alors ça, pour moi, et donc c'est pour ça que je ne peux pas dire que les Arabes sont des blancs ou des non-blancs dans l'absolu, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire au Liban, lorsque des Arabes exploitent des Philippins, si on comprend la question raciale, ce sont les Philippins qui sont des non-blancs, voilà, par rapport aux Libanais. Donc à chaque fois, il faut s'interroger sur le contexte dans lequel on parle. C'est ça, c'est en fait votre terminologie qui peut induire en erreur. Mais oui, non, c'est ça le problème. Non, mais justement, elle est très claire. Non, parce que vous prenez une terminologie raciale. Non, parce que oui, c'est ça. Pourquoi finalement vous utilisez ce mot au fond? Mais parce qu'il faut montrer que la race sociale existe. Mais là, pour le coup, Éric Fassin fait la même chose. Hein. La race sociale existe. C'est quelque chose qui me pose problème parce que sur le fond. Si on devait se contenter de dire il y a les pauvres, il y a les bourgeois et les prolétaires, d'accord, mais ça n'explique pas pourquoi les Noirs et les Arabes sont majoritaires en prison. Justement, c'est pas une question d'être prolétaire, parce que si c'est une question de prolétaire, il y aurait une majorité de blancs. Parce qu'en fait... dans quelle prison? Les prisons de France. Ah oui, donc en fait, votre système, il s'applique à la France. On peut l'élargir à tous les pays occidentaux. Je veux dire les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne.
c'est la même configuration. Les Pays-Bas, c'est cette configuration-là. Oui, mais un système doit être valable à l'échelle du monde. Mais non, parce que quel cas vous faites non, on parle de la modernité occidentale. Donc c'est pas à l'échelle du monde, c'est à l'échelle de l'Occident. Les Bon. pays qui se disent occidentaux. C'est pas moi qui invente l'Occident. C'est pas moi qui dis qu'il y a un bloc occidental. Non, non, mais d'ailleurs, ça date de bien avant on peut remonter bien avant la colonisation. Non, moi, la question que je me pose, c'est juste, et elle vous est pas uniquement adressée, hein, parce qu'encore une fois, Éric Fassin, par exemple, dit exactement et développe exactement la même chose, et on trouve chez certains auteurs américains la même chose. Jusqu'à quand? À partir du moment où on dit que les races sociales, ce sont les catégories induites par le système. Au fond, elles sont voulues et façonnées par les dominants. Mais jusqu'à quel point peut-on reprendre les catégories qui sont faites par les dominants? Est-ce que c'est pas parler la langue de l'ennemi? Plus généralement, est-ce que vous n'êtes pas obnubilé par le système que vous voulez abattre? Comme s'il n'y avait que l'Occident que l'Occident blanc, que l'homme blanc qui était en capacité de définir l'ordre des choses, de poser des règles, de mettre les gens dans des cases, etc. C'est terriblement... pessimiste, j'ose pas dire défaitiste, mais il y a un petit peu de ça quand même, que de s'approprier les catégories de l'ennemi, non? Je sais pas si l'ennemi a tellement envie qu'on parle de race. Je pense qu'il a envie qu'on les oublie. Je pense que l'ennemi, il a plutôt envie qu'on parle d'universalisme. Et nous, quand on parle de race, on est attaqué précisément parce qu'on est un peu comme cet enfant qui voit le roi passer et qui voit qu'il est nu, on dit eh ben, il est nu. C'est tout. Nous, on constate un fait, et si on dit que la race existe, c'est pas pour la contempler, c'est pour la dépasser. Je serais obnubilée, mais moi je vis en France et je sais que on a à peu près... Obnubilé, c'est pas le bon mot, je voulais dire aimanté, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire le référentiel, c'est le référentiel occidental. Oui, mais vous n'avez pas notre vécu. C'est ça, c'est tout le problème, il est que on est là assis autour d'une table, on pourrait croire qu'on est tous français et qu'on a vécu la même chose. Non, moi j'ai pas vécu la même chose que vous. Moi, dans ma vie, j'ai grandi en tant que fille d'Algérien, donc fille de la guerre d'Algérie, c'est ça, fille de l'indépendance, avec tout le contentieux qu'il y a entre la France et l'Algérie par rapport à la guerre d'Algérie, par rapport à l'indépendance. Donc moi, j'ai grandi en France comme une espèce, comme une espèce d'ennemi, si vous voulez. L'histoire des prénoms, quand on parle en ce moment, vous avez par des prénoms, mais je veux dire, tout indigène a été confronté à cette histoire de prénom. Alors j'en suis presque à remercier Éric Zemmour de l'avoir mis dans le débat public. Évidemment pas comme il l'a fait, mais c'est une réalité. Mais ça, je vous parle juste d'un petit détail, la question du prénom. La honte d'être soi. La honte avoir honte de ses parents. Grandir dans cette espèce d'humiliation, tout le temps. Eh bien ça, c'est pas une invention. Et je ne suis pas aimantée par quoi que ce soit. Je sais que c'est ma réalité. Et la mienne, elle est moins difficile que beaucoup d'autres indigènes. Parce que je fais partie, et je le reconnais parfaitement, je fais partie d'une couche sociale indigène qui s'en est sortie. Mais on est peu nombreux dans cette couche sociale. Parce que la masse de ceux qui me ressemblent, ils sont dans les quartiers. Ils n'ont pas de boulot. Ils sont hyper discriminés. Ils sont en prison. Ils sont contrôlés au faciès. Ils sont accusés par les médias et par les observateurs politiques, par des grandes formations politiques d'être une espèce de cinquième colonne. Je veux dire, c'est ça qu'on vit nous au quotidien. Et ça, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui date de 5 ans. Juste pour terminer peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas, sur le mot de race, vous savez que le projet du gouvernement dans sa révision constitutionnelle, c'est justement de supprimer de la Constitution. C'est une bonne idée ou une mauvaise idée, selon vous? Stupide. D'accord. L'idée, tout ce qui est plus stupide. Comme si on enlevait le mot pauvreté du dictionnaire. Je veux dire, on peut tout enlever. Vous voyez? Je reviens juste sur le point d'avant, vous disiez que... Je vous laisse, tu veux plus de matière sur la Constitution? Non. Je vais peut-être revenir un instant sur le vécu, parce que en fait, on s'écarte un petit peu et c'est pas plus mal d'ailleurs, des questions théoriques pour en venir à des choses plus concrètes. Il
il y a le vécu de pas mal de gens qui ne s'appellent pas Ouaib Boutelja, mais qui ont l'air peut-être tout ce qu'il y a de Français intégrés, de souche et tout ce que vous voudrez, n'est peut-être pas si éloigné que ça de ce que vous-même avez pu éprouver. Ils n'en tirent pas forcément les mêmes conclusions. Il se trouve que moi, ça se voit pas, mais ma mère avait exactement la même complexion que vous, la même. Elle était ni plus ni moins racisée que vous n'êtes. Elle avait une histoire différente, elle venait de l'autre rive de la Méditerranée, mais enfin, elle est née étrangère sur le sol de France, et son cas de figure n'est pas banal. Et puis il y en a de beaucoup plus blancs encore, beaucoup plus septentrionaux, qui sont donc des blancs au sens des catégories que vous forgez, et qui ont eu un vécu de racisme, qui soit polonais, par exemple, ayant travaillé dans les mines, dans l'Est, etc. Donc, encore une fois, ce que vous décrivez sur le racisme, les discriminations, la relégation, moi j'entends bien, mais c'est pas ça votre spécificité politique, parce que d'autres que vous le disent, et la gauche antiraciste classique, morale, etc., elle dit ça depuis longtemps. Donc c'est pas là où vous placez une différence, fondamentalement. Les difficultés de l'intégration, la honte des parents, moi je ne l'ai pas connue, mais à une génération près, dans ma famille, on l'a connue. Ma mère contrefaisait la signature de ses propres parents sur les livrets de classe parce que quand c'était ses parents qui signaient pour de vrai, on pensait que c'était faux, que c'était elle qui avait truandé. Donc ça, beaucoup d'immigrés ont vécu, ou de fils d'immigrés ont vécu cette situation-là. Qu'est-ce qui fait, et pourtant vous classeriez spontanément, enfin si je suis vos taxonomies, ma famille dans le camp des Blancs, ou d'autres familles qui ont vécu, italiennes, espagnoles, etc., en règle générale, elles sont assimilées au bloc occidental. Je crois, enfin, c'est ce que je comprends. Et pourtant, leur vécu migratoire, il n'est pas très différent de ce que vivent les Algériens. Alors, il y a une différence, effectivement, qui est très importante, mais qui distingue les Algériens, non pas seulement des Méditerranéens du Nord, qui distingue les Algériens de toutes les autres formes migratoires. C'est l'histoire très particulière de la France et de l'Algérie. Ça, oui. Mais là, du coup, c'est, une différence de taille suffisamment importante pour qu'elle soit relevée comme telle par rapport à la grand affrontement nord-sud que vous présentez, qui est une forme de généralisation théorique. J'aimerais bien juste répondre à la première partie de ce que vous avez dit, Gilles. La première partie, quand il dit que le vécu migratoire de membres de sa famille peut être le même. Oui, ou d'autres, hein, enfin c'est pas propre à ou d'autres. Mon histoire familiale à moi. Hein. D'abord, ce n'est pas moi qui classe ça. Et alors qui classe, justement ? Ça se fait comme ça, c'est l'école, c'est l'administration, c'est la police, c'est plein de choses. C'est ceux qui discriminent au travail. Moi, je ne classe pas. Alors, moi, je constate qu'il y a un classement, je le répète. Ensuite, vous avez raison de dire que les immigrés européens ont vécu en partie la même chose que les immigrés maghrébins ou africains. Les Italiens ont vécu des pogroms. Pas seulement des discriminations, des véritables programmes. Aigues-Mortes, 1893. Pareil. Il y a une différence de taille. C'est qu'un fils italien est français dès en grandissant en France. C'est-à-dire qu'en fait, l'italien, le père qui est arrivé, ou la mère qui parlait italien, ont été discriminés. Ils ont subi le racisme national. Mais leurs enfants, ils sont français. Première génération. Nous, on est là depuis peut-être le début du siècle dernier, les Kabyles, bien avant l'indépendance de l'Algérie, et on est toujours des indigènes. On n'est pas des Français, et on nous demande de nous intégrer. C'est quand même une différence de taille. Mes enfants, si j'ai des enfants, ils sont indigènes. Les Noirs, c'est pareil. Surtout donc, si vous le leur répétez à longueur de journée. Donc, Non, moi je ne répète rien. Moi je constate les discriminations. Je ne répète rien. Lorsque les contrôles aux faciès disparaîtront, je dirai comme vous, c'est super, on est comme tout le monde. Mais il y a des contrôles aux faciès. Les garçons subissent, noirs et arabes, subissent 8, 9, 10 fois plus de contrôles aux faciès que le reste de la population. Ils sont majoritairement en prison. Ils sont 5, 6, 7 fois plus discriminés au chômage. Voilà. C'est la place qu'on a dans la société. C'est une place de subalterne. C'est un fait. Je ne l'invente pas. C'est les chiffres qui le disent. Valls lui-même disait qu'il y avait un apartheid social, qu'on constate tous. Parce que, voilà, je n'invente pas ça. Ah, mais sur le constat, je crois que tout le monde est d'accord. Si on est d'accord sur le constat... Non, c'est sur les causes, d'une part, et d'autre part, sur s'il convient d'en faire politiquement qu'il y a des sur différences. Les causes,
moi je veux bien vous entendre sur l'immigration italienne, moi je veux savoir simplement pourquoi on n'est pas traité comme des Italiens, pourquoi au bout de deux générations on n'est pas des Français comme les autres. Un Italien, Platini c'est un Français, je veux dire, pas de problème. Et Jamel Debbouze, c'est pas un Français? Ah, mais Jamel Debbouze, c'est un indigène. C'est vous qui le dites. Ah, bah, si. Enfin, voilà, c'est vous qui le dites là. Bah, prenons celui qui est d'actualité, qui est... Omar Sy, c'est la personnalité la Bellatar. plus populaire des Français. Oui, mais prenons Bellatar par Oui. exemple. Bellatar, il doit systématiquement rendre compte de ce que font les musulmans en France. Il est accusé d'être un islamiste. Je veux dire, le pauvre gars, je m'en fous tout de suite, je le connais pas, et bon, j'ai aucune espèce d'amitié pour lui. Mais je dis simplement que j'ai l'impression qu'il est accusé, levez-vous sur tous les plateaux. Le mec, c'est juste un humoriste. Et il est représentant de sa communauté. Un petit peu particulier qui a joué un rôle dans un contexte et qui s'est mis sous le patronage comme ça de Macron pour avoir un rôle politique. Bah, il a le droit. Non, mais il a le droit, je veux dire, et il a bien tort. Il a le droit et il a bien tort. C'est pas un humoriste lambda. Oui, mais si c'est un humoriste politique, je veux dire, il peut rendre compte, il peut parler de tous les sujets de société. Non, on l'interroge que sur les musulmans, l'islam, ce genre de choses. Je veux dire, il est vraiment le préposé à ces questions-là. C'est pas normal. Donc si la race n'existait pas, il serait comme tout le monde. Il n'est pas comme tout le monde. Et Absat aussi, elle n'est pas comme tout le monde. Quand vous dites quand vous nous répondez que vous remplacez le prisme social qui était celui du marxisme classiquement en France par le prisme racial et que vous semblez écraser tous les autres types de domination que vous mentionnez, le genre et la classe, est-ce que vous répétez? On dit que la lutte des classes existe. On dit qu'il y a une articulation entre les deux. Et on dit surtout qu'il y a un conflit de race à l'intérieur de la lutte des classes. Dans le monde des prolétaires, il y a un conflit de race dans la mesure où le prolétariat blanc meurant, pour vraiment utiliser des grandes catégories ou les classes moyennes, peu importe, sont dans un conflit d'intérêt avec les indigènes au niveau du travail, par exemple. Quand il y a du travail et qu'on préfère un blanc à un indigène, ça veut dire qu'il y a, à l'intérieur d'une classe, il y a un conflit de race. Est-ce que ça signifie que la lutte des classes n'existe pas? Bien sûr que non. Ça signifie qu'il y a une question à régler, qui est comment on fait pour lutter ensemble, d'abord et avant tout contre le racisme, ensuite, c'est pour ça qu'on dit qu'avec la gauche, on est dans un rapport conflictuel. De l'autre point de vue, la gauche, en réalité, même si elle ne le dit pas, elle ne l'affirmera jamais de cette manière-là, en réalité, elle défend les intérêts des classes moyennes blanches. Toutes les gauches. Quand vous dites la gauche, toutes les gauches. c'est le Parti socialiste essentiellement, c'est enfin Si il en tant est reste. qu'on puisse penser que le Parti socialiste est de gauche, mais en tout cas, historiquement, depuis les années 80, le Parti socialiste faisait ça, effectivement. Et nous, on retrouve ça partout, jusqu'au NPA, bien sûr. Jusqu'au NPA. Ah, bien sûr. L'idée qu'il existe... Le NPA fait partie de ce que nous, on théorise comme étant le champ politique blanc. Mais le champ politique blanc, c'est vaste. Hein, il y a beaucoup de contradictions et de conflits dans le champ politique blanc. Mais il y a la défense explicite ou implicite, ou non dite ou pas assumée, des blancs par rapport aux autres. D'accord. Mais au fond, l'extrême droite dit pas de choses très différentes là-dessus. Elle dit qu'il y a une concurrence de fait entre le prolétariat blanc et le prolétariat immigré, sauf qu'elle en tire la conclusion inverse à la vôtre. Mais elle dit ça aussi. Donc vous pensez que de ce point de vue-là, sur la lecture du réel, l'extrême droite est plus sincère d'une certaine façon que les autres formations politiques? L'extrême droite, non, c'est pas une question de sincérité, parce que par exemple, plus dans le vrai alors. Je pense que l'extrême droite affirme et veut défendre les intérêts des prolétaires blancs, enfin, je suis pas sûre en réalité. En tout cas des blancs, des prolétaires blancs, mais en tout cas des blancs, oui, ça c'est sûr. Je pense que l'extrême gauche veut vraiment défendre tout le monde. Je pense. Simplement, lorsqu'on observe un peu ou on lit un peu leur programme, on se rend compte que, par exemple, on dit simplement que... Et vous voulez pas défendre tout le monde, par contre, parce que quand on vous lit la façon dont vous parlez des Blancs, c'est pas extrêmement sympathique quand même. J'y arrive. Je dis simplement que, par exemple, l'extrême gauche, je suis convaincue qu'ils peuvent vraiment défendre tout le monde. Simplement, leur programme, lorsqu'on leur dit, mais si vous voulez défendre tout le monde, il faut absolument et urgemment prendre en compte la question des films policiers. Il faut que ce soit central. L'islamophobie, il faut que ce soit central. L'islamophobie divise la gauche. Donc si vous ne prenez pas en compte l'islamophobie, si vous ne prenez pas en compte le racisme d'État, si vous avez encore si vous vous divisez, si pour vous c'est un sujet, ça veut dire qu'en réalité, vous ne comprenez pas l'urgence de ces questions-là. Si vous les mettez de côté, parce qu'en fait, l'islamophobie, c'est pas simplement un mot,
c'est une réalité du quotidien. C'est des femmes qui ne peuvent pas travailler, c'est des femmes qui ne peuvent pas aller à l'école, c'est des gens qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont assimilés musulmans alors qu'ils n'ont pas encore dit ce qu'ils étaient. Vous voyez, donc en fait, ça a des conséquences concrètes dans la vie des gens. Donc nous, on dit simplement que si vraiment la gauche défendait les intérêts universels de tous les prolétaires, eh bien, il faudrait défendre les intérêts de ce segment de la population. Si vous ne le faites pas, c'est qu'en fait, dans la réalité, vous prétendez, mais dans la réalité, vous ne le faites pas. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce que vous appelez le peuple tampon, les juifs, et comment justement est-ce que vous les singularisez dans ce combat-là? Et aussi, je voulais vous demander, parce que dans votre livre, il y a quand même quelque chose qui m'a un peu choqué, c'est quand vous citez assez longuement cette blague de Dieudonné, en cas de match retour, je les balance aux autorités directement. Et qu'après, vous dites, faites attention parce que pour l'instant, on est encore bien le nez, quoi, en quelques mots. Mais on risque aussi de passer de l'autre côté. Est-ce que c'est une menace déguisée vis-à-vis des Juifs? De mon point de vue, c'est pas une menace, c'est une crainte. Je suis pas sûre d'en parler dans ce livre, mais je suis préoccupée par ce que j'appelle l'ensauvagement de l'indigène. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que une histoire de l'indigène, donc on parle de la France, hein, je pense qu'il y a une régression, je pense qu'il y a un pourrissement intérieur en 30 ou 40 ans qui s'est produit réellement. Et je crains effectivement ce que j'appelle l'ensauvagement, mais qui prend plein de dimensions ou plein d'expressions. Ça peut être les nouvelles formes de vidéophobie, ça peut être la violence vis-à-vis des femmes, ça peut être le racisme des Maghrébins vis-à-vis des Noirs, qui existe, je veux dire, dans l'histoire récente, ça n'existait pas. Il y a un certain nombre de nouveaux travers qui me font penser qu'effectivement, il y a une régression. Bien. Et ça, j'appelle ça l'ensauvagement de l'indigène, qui n'a rien à voir avec la sauvagerie indigène, puisque dans l'ensauvagement, il y a un processus qui prend sa source dans l'impérialisme et le racisme. Les deux, il faut articuler les deux, parce que le racisme n'existe pas sans l'impérialisme. Et pourquoi il y a cet ensauvagement? Parce qu'il y a des revendications de 30 ou 40 ans qui n'ont jamais été prises en compte. Des revendications sociales, des revendications de dignité, des revendications d'égalité. Tout ça n'a jamais été pris en compte, tout ça a toujours été balayé d'un revers de main. Je l'ai expliqué avec le comportement du Parti Socialiste au pouvoir, de la droite évidemment, enfin le Parti Socialiste qui était censé être nos alliés, et puis par le fait que le reste du champ politique blanc qui est d'extrême gauche ne prend pas en compte suffisamment ces questions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des ruptures successives qui font qu'en fait, non seulement il y a de moins en moins de confiance dans les institutions et dans les partis politiques, mais il y a une amertume, une aigreur, qui, au lieu de s'organiser autour d'un projet politique comme nous, on le propose, c'est-à-dire avec une théorie, avec des objectifs politiques, c'est-à-dire une canalisation de la colère, et bien cette colère, elle peut disons, cibler soit des communautés, soit des gens, peu importe, les femmes, même les femmes, je veux dire les homosexuels, peu importe. Donc ça, moi c'est ce qui me préoccupe. Et donc je dis, effectivement, mais pour moi c'est du réalisme, je dis effectivement, ce qui me préoccupe, c'est que ça n'existait pas avant, aujourd'hui ça existe. Donc moi, je pose la question que posait Baldwin dans les années 60, qu'adviendra-t-il de notre beauté? Ça c'est la question que moi je pose. Et ça me préoccupe. Donc voilà, je me pose la question de savoir qu'adviendra-t-il de cette beauté, parce que je pars du postulat et de cette idée que nous sommes beaux. Voilà. C'est mon postulat, on peut discuter. Moi, je pense qu'effectivement, nous sommes généreux, nous avons beaucoup de choses à apporter en termes d'être humain, tout simplement, hein, ni plus ni moins, et que ça, c'est menacé, et que cette beauté est menacée, et qu'elle se retournera d'abord et avant tout contre nous. Sauf que dans votre livre, vous dites que c'est un peu de la faute des Juifs, parce que justement, c'est comme des nègres blancs, ils ont un peu endossé ils sont un peu mis en tampon entre vous et l'Occident, et ils n'ont pas été jusqu'au bout de cette révolte auquel vous non, appelez. Non, ça c'est votre interprétation. Moi je ne dis pas qu'ils se sont mis en tampon. Alors je vous le cite. Oui, juste je vais vous dire. Ouais. Je dis que c'est l'État et l'histoire, c'est l'État-nation français qui en fait, pas ici mais ailleurs, peu importe, des tirailleurs sénégalais. C'est ça que je dis. Et je dis que les Juifs, tout comme les Blancs,
tout comme les indigènes, ce sont des catégories raciales qui sont produites par l'État. Et qu'effectivement, il y a une catégorie qui s'appelle les juifs, mais pas, je ne parle pas des juifs, les individus juifs, je parle d'une création historique qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de l'histoire de l'antisémitisme européen, qui fait que les juifs, en réalité, sont presque des indigènes, presque. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des sujets raciaux qui ne sont pas tout à fait des blancs, c'est-à-dire qu'un vrai blanc, entre guillemets, hein, parce que je ne sais, encore une fois, dans le rapport social, dans le rapport à la nation, c'est quelqu'un qui se réveille le matin, qui se sent parfaitement légitime dans ce pays. Légitime, c'est un Français comme les autres. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas des Juifs. Et je ne suis pas sûre que ce soit le cas d'Éric Zemmour, par exemple. Je crois qu'Éric Zemmour est un espèce de juif honteux. Et il est tellement peu blanc, tellement peu, qu'il veut se convaincre absolument qu'il l'est. Et en fait, tous les efforts... C'est une véritable marxiste des races, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à un déterminisme... On ne peut pas échapper à sa conscience de race. On ne peut pas penser en dehors de sa race. Donc, on peut pas échapper au système. À un système, on ne peut pas y échapper. C'est vrai qu'on ne peut pas échapper à quelque chose qui fait système et qui fait structure. On ne peut pas y échapper. Et moi, quand je vois Zemmour, je vois quelqu'un qui souffre. Vous voyez, je vois quelqu'un qui souffre terriblement. Et j'ai envie de lui dire, respire, assume ce que t'es, assume. Et en fait, il vient d'une histoire de l'intégration des Juifs, mais une intégration qui s'est faite à coup de reniement de ce que sont les Juifs. C'est ça qui est terrible. Et je le sais parce que je suis une indigène, donc je sais qu'on nous demande le reniement. Et moi, je dis simplement que être bien avec soi, c'est de ne pas se renier. C'est pas plus simple que ça. Je veux dire, on peut parfaitement... Moi, je suis... Écoutez, je ne sais pas comment vous dire, je ne vais pas faire... je pourrais raconter ma vie parce que je suis extrêmement française. Je veux dire. Moi, je le sais que je suis très française. Mais... je refuse. Ah non, moi, je suis... Oui, je sais. Je n'ai pas besoin que vous me disiez, je sais que je suis très française. Et Mais pourtant, vous reniez aussi une partie des valeurs qui vous composent. pas du tout. Non, je récuse le nationalisme. Pardon, je suis en train de... Je récuse le nationalisme. Je ne considère pas qu'être français, c'est une gloire. Effectivement, je m'en fous complètement. Je le suis de fait. Et je sais pas, je vais peut-être vous étonner en vous disant que jamais être française, par exemple. Jamais être française, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi. être Aucun. indigène, c'est une... Mais, ah non, c'est pas une revendication d'être une indigène, attention. C'est une constatation. C'est pas pareil. Je constate que je suis une indigène, mais je voudrais ne plus l'être. Mon souhait, c'est de ne plus l'être. C'est de me libérer de cette condition, sachant que je ne pourrais pas me libérer tant qu'il y aura des blancs. Je reviens un instant sur vous avez dit que la catégorie juive était Oui. fixée par le nationalisme français, etc. Ça, on peut dire de ça éventuellement de l'antisémitisme, encore que l'antisémitisme ne soit pas tout à fait une spécialité française, il est plutôt européen, mais d'autre part, le peuple juif avec une conscience de former un peuple existe pas depuis 200 ans, existe depuis des millénaires. Donc c'est quand même ces catégories-là, elles sont pas nées récemment à partir des schémas que vous décrivez. Et le projet national juif n'est pas, comme vous le décrivez un peu rapidement et un peu sommairement dans votre livre, uniquement l'écho de la culpabilité des Blancs pour la Shoah. C'est pas vrai. Le projet sioniste avait commencé 70 ans auparavant. Alors évidemment, l'urgence créée par le désastre de la Shoah, et pas seulement l'urgence morale, l'urgence matérielle, parce qu'il y avait des centaines de milliers de réfugiés partout, a précipité les choses et favorisé la création de l'État d'Israël. Mais je dis ça parce que dans votre livre, mais on le trouve dans plein d'autres écrits, il y a cette théorie que les Juifs ont été blanchis d'un coup à cause de la Shoah. C'est-à-dire la Shoah étant le produit ultime du racisme blanc, en fait je fais vite, les Blancs, pour payer leur culpabilité, ont donné un État aux Juifs. Et du coup, les Juifs sont devenus l'avant-garde éclairée, avec beaucoup de guillemets, du racisme occidental. Ça, c'est une théorie qu'on retrouve beaucoup, et qu'on retrouve, je reviens encore à Grossfogel, mais qui consiste à dire le colonialisme dans sa forme la plus dure, la plus physique, pas seulement comme système politique, mais comme réalité, se poursuit en fait à travers la domination d'Israël sur les territoires occupés. Et en fait, là, ça fait d'Israël l'avant-pointe de la domination occidentale coloniale. J'ai bon ?
Non, Ramon ne dit pas ça. Il dit, enfin, nous disons avec Ramon que Israël est une partie de l'Occident, que c'est une. Moi, j'ai lu ça sous sa plume. Je crois. Enfin bon, peu importe. Pour nous, c'est l'Occident. Je veux dire, c'est simplement une excroissance de l'Occident en Orient, mais c'est l'Occident. Donc pour nous, ça fait partie du projet occidental blanc. Pour moi, les Israéliens sont des blancs en fait. C'est simplement des. Même quand ils sont noirs. Ah, même quand ils sont noirs, bien entendu. Non, bien entendu, même quand ils sont arabes. Même beaucoup sont arabes. Ils sont blancs, au sens du rapport social. Ils font partie du projet occidental. Ils sont blancs, c'est tout. C'est un produit de l'Occident. Et par ailleurs, c'est vrai que le sionisme existe depuis plus longtemps que ça, mais moi, ma question, c'est pas parce qu'un Herzl a eu cette idée du sionisme qu'elle va nécessairement se réaliser. Qui permet la réalisation du sionisme à travers l'État d'Israël? Ce sont des puissances occidentales. C'est pas parce que des gens ont des idées qu'elles se réalisent. Elles se réalisent parce qu'il y avait des puissances qui ont armé les colons pour s'imposer en Palestine. Donc tout ça, pour moi, c'est limpide. Il y a rien de... Et donc les juifs, évidemment, ceux qui choisissent, parce que je fais la distinction entre des choix politiques. Dans la catégorie juive, qui est une catégorie raciale, il y a ceux qui peuvent choisir Israël, et il y a ceux qui sont neutres, qui s'en foutent, il y en a plein de juifs en France qui s'en foutent, et il y a ceux qui sont antisionistes. Bon, là, c'est 3 possibilités politiques, il y en a peut-être plus, en tout cas, il y a au moins celle-ci, et c'est là où la singularité des juifs s'exprime. C'est pas moi qui... Chacun est libre, chacun a une liberté vis-à-vis d'Israël, ou vis-à-vis du sionisme, ou vis-à-vis des luttes qu'il faut mener, je veux dire, ça c'est... Oui, je veux bien. À un moment, vous avez parlé tout à l'heure de racisme et d'impérialisme. Et dans votre livre, vous parlez aussi d'impérialisme gay. C'est quoi? De la même manière qu'il y a un féminisme colonial, il y a un impérialisme gay. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des normes. On va beaucoup parler. Non, il faudrait Vous voulez que je prenne le relais pour le... Non. On va pas là-dessus parce que je suis pas sûr de ne pas trahir votre pensée, donc je voudrais pas. Il y a des normes identitaires LGBT qui sont nées ici en Europe, dans les démocraties libérales, et qui s'exportent comme le reste. Qui s'exportent parce que là où l'impérialisme exporte ses idées, bonnes ou mauvaises, peu importe, elles s'exportent. Et donc effectivement, les normes, c'est-à-dire le fait de revendiquer sa sexualité, le fait de revendiquer son homosexualité, le fait d'en faire une identité politique, le fait de politiser la sexualité, c'est quelque chose qui existe effectivement dans la plupart des pays occidentaux. Mais ça n'est pas universel. Ce n'est pas universel. Et c'est répréhensible? C'est pas que c'est répréhensible, c'est qu'il faut juste comprendre que il y a des phénomènes qui sont qui naissent, les phénomènes politiques, tous les phénomènes politiques naissent quelque part pour des raisons objectives et matérielles. Et là, c'est quoi la raison objective et matérielle? La raison objective et matérielle, c'est que la nation s'est créée autour de la construction de l'homme nouveau, qui était à la fois un homme hétérosexuel. Donc la nation, le processus de développement, enfin je veux dire de la nation, c'est fait autour de cette idée que de la famille. La femme c'est une femme avec un rôle spécifique, l'homme c'est un homme. Non seulement il est un homme, il est viril et il est hétérosexuel, mais il va à la conquête du monde. Et cet homme hétérosexuel et cette binarité homme-femme hétérosexiste va elle aussi s'exporter au plus grand malheur des pays à qui on a imposé cette binarité sexuelle, l'hétérosexualité. L'hétérosexualité, je veux dire, on est d'accord. Okay. Donc, ça s'est imposé. Je veux dire, quand les colons vont au Maghreb ou en Afrique, ils sont horrifiés par les mœurs sexuelles qui étaient parfois débridées. Les gens n'avaient rien à foutre de l'homosexualité parce que ça n'avait aucun sens là-bas, parce qu'ils sont passés, c'est pas des chrétiens, ils s'en foutent quoi. Je veux dire, il y avait autant de formes sexuelles qu'il y avait de groupes, etc. Et donc en fait, on a exporté l'hétérosexisme chrétien européen qui se constituait à l'époque de la constitution des États-nations. On l'a exporté et on a troublé toutes les formes sexuelles qui existaient sur place. On a imposé des formes juridiques hétérosexistes, on a criminalisé l'homosexualité, au Maghreb par exemple, et on a donc... Pour que je vous entende bien, la criminalisation de l'homosexualité vient de l'Occident, dans les pays musulmans. Absolument. Voilà, c'est parfaitement documenté. Ils ont bien retenu la leçon là. Parce
Parce que là, on peut dire qu'ils sont allés très loin. C'est en pour ce ça moment. que je pense que les islamistes, quand ils Ils ont été sont... beaucoup plus royalistes que C'est le pour roi. ça que je pense que les islamistes sont plus d'une certaine Aliénés manière par l'Occident, d'une certaine Blanc. façon. que musulmans. Donc Youssef C'est pour ça Al-Qaradawi, que par moi, exemple, et- quand il condamne l'homosexualité, Mm. Youssef Al-Qaradawi, qui est l'un des principaux prédicateurs des frères musulmans, quand il condamne l'homosexualité, il est sous le joug occidental, d'une certaine façon. Il a été imprégné par de longues décennies, effectivement, de normes hétérosexistes. Il en est le produit. Il en est le produit. Parce que c'est ça, ce que je vous dis, c'est parfaitement documenté. Je veux dire, on sait très bien que le droit tunisien a été largement influencé par les lois coloniales. Et le droit aujourd'hui, il y a la pénalisation des homosexuels, ça date de l'époque coloniale. C'est un truc que je ne suis pas en train d'inventer, vous trouvez ça n'importe où. Et alors qu'il y avait plein de formes sexuelles, je veux dire, soit homosexuels avant, soit, je sais pas, je sais même pas si on pouvait les appeler hétérosexuels ou homosexuels, parce qu'en fait ces catégories n'existaient pas. Donc il y avait plein de gens, si vous voulez, il y avait des pratiques, mais qui n'avaient pas forcément de nom. Pardon, mais ce modèle occidental, c'est aussi un modèle judéo-chrétien, mais beaucoup chrétien. Donc c'est ce modèle-là, au fond, qui... Je suis pas sûre qu'il faille mettre en cause le christianisme dans cette histoire. Je pense que c'est vraiment un fait moderne. Je pense que l'homme moderne que je viens de vous décrire, c'est un produit des nationalismes. Ça n'existait pas depuis Jésus-Christ, quoi. Je veux dire, c'est pas le christianisme qui est mis en cause ici. Parce qu'avec le Pourtant, christianisme, l'exécution des homosexuels sous Oui. le Moyen-Âge, ça y allait. Je veux dire, c'était pas... oui, C'est pas une vue de l'esprit, hein. oui, mais je suis pas en train de dire qu'il n'y avait pas de forme d'homophobie avant. Là, c'est pareil. Je dis que c'est comme l'antisémitisme chrétien. Bon, il y avait des choses qui existaient avant. Simplement, ça prend en barbarie avec le nazisme. Je veux dire, il y avait pas, on n'a pas génocide. Il y avait de l'antisémitisme, mais ce niveau de barbarie qu'on a connu sous le nazisme, il n'existait pas avant. Donc il y a quelque chose de nouveau qui s'est fait, et Aimé Césaire l'explique très bien, qui s'est fait dans le processus de la construction des nations et de la colonisation. Et Ahmadinejad, que vous citez, c'est un peu de la provoque quand même, hein, votre passage sur Ahmadinejad quand il va aux États-Unis, qu'il dit, je ne sais plus dans quelle université, il n'y a pas Il n'y a pas d'homosexuels. d'homosexuels chez nous. Ouais, effectivement, mais il y en a quand même 4000 qui ont été passés par les armes ou qui ont été pendus depuis la révolution iranienne. Donc il y en a quand même 4000 qui ont été tués par le régime. Donc Mais je ne sais pas pourquoi il... Oui, mais je vous ai parlé tout à l'heure de l'ensauvagement d'indigènes. Moi, je suis absolument convaincue que... Sauf que là, vous l'admirez, là. Vous déplorez pas qu'il ait eu cette formule-là. C'est la provoque, c'est bien ce que je dis. Vous faites un peu de provoque. Non, là, c'est pas un indigène dans son pays, mais il fait pas partie de l'Occident. C'est les pays du Sud émergents, mais du Sud quand même. Mais je comprends pas quand même, si tout est de la faute de l'Occident, sur les questions de l'homosexualité, il y a une évolution de l'Occident. Pourquoi est-ce que dans les pays non occidentaux, ils seraient restés figés dans une influence occidentale? Surtout une fois qu'ils s'en sont on libérés. voit que Cuba évolue, par exemple. Non, mais Par exemple, c'est pas si linéaire. en fait, il faut prendre en compte le temps. Le temps, il est long. On brouille les formes de sexualité qui existaient avant, on en impose des nouvelles. Aujourd'hui, c'est celles qui font, par exemple au Maghreb, elles font sens. L'hétérosexualité, c'est-à-dire un homme, une femme, les femmes elles font ça, les hommes elles font ça, c'est quelque chose qui n'existait pas parce que les frontières étaient beaucoup plus floues dans l'islam, entre les hommes et les femmes, et c'est ça qui est extrêmement triste. Aujourd'hui, il y a une forme rigide d'hétérosexualité qui fait sens aujourd'hui auprès de la population de manière majoritaire. Or, ça, c'est le moment qu'on est en train de vivre. C'est comme ça. On peut le déplorer, c'est pas la question, mais c'est le moment qu'on est en train de vivre et il fait sens. Et pour les gens, c'est ça être maghrébin, c'est ça être musulman, c'est ça. Bon. Et au moment où ils se réapproprient cette forme qui fait sens pour eux et voir qui fait vraiment sens, c'est-à-dire pour les gens, c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est comme ça. Bon. Eh bien, on a un nouvel impérialisme, on a eu l'impérialisme hétérosexuel, et là on a un nouvel impérialisme, cette fois LGBT, qui dit « Ah, mais c'est pas bien, vous êtes homophobe. » Mais alors, oui, sauf que c'est une progression historique qu'on peut déplorer, mais aujourd'hui, on ne peut plus accepter les leçons qui viennent d'en haut.
C'est plus possible. C'est pas parce qu'il y a on politise la sexualité sous cette forme-là à Paris qu'on va le faire dans le monde entier. Il faut laisser les peuples décider, avoir une pleine souveraineté sur leur sexualité, sur les rapports de genre, sur la société qu'ils veulent, et surtout il faut qu'ils regagnent leur souveraineté tout court. Ils feront ce qu'ils voudront de leur sexualité. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne vis pas au Maghreb, je n'ai pas d'avis là-dessus. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on ne peut qu'empirer la situation si en plus on vient donner des leçons, ce que j'appelle l'impérialisme gay. Et j'ajoute que l'impérialisme gay, d'autres l'appellent l'international gay, je sais plus. L'homonationalisme, mais c'est une articulation. Ouais. Homonationalisme, impérialisme gay, c'est financé, Financé bien sûr. par qui? Mais les réseaux, il y a plein de réseaux qui sont financés. Enfin, je veux dire, oui, il y a des financements américains, par exemple. Obama était venu tirer les oreilles de je ne sais quel dirigeant africain qui, par rapport à l'homosexualité, je ne sais pas où, il est venu leur tirer les oreilles. Enfin, je veux dire, c'est invraisemblable. Mais le problème, c'est qu'on peut, d'un point de vue décolonial, je peux constater, moi, que les choses ne vont pas et qu'il y a un vrai problème. Bien sûr que je pense que même que ça va se crisper vis-à-vis des homosexuels ou des femmes ou que sais-je. C'est vrai, c'est pas la question. C'est vrai. Simplement, on ne peut plus accepter d'ingérence. Les pays du Sud ne doivent plus accepter les ingérences de ce type-là. Alors, il ne faut pas politiser la sexualité, mais on peut politiser la religion. Mais parce que je ne dis pas qu'on peut, je dis qu'ils le font. C'est pas pareil. Ils n'ont pas attendu pour politiser la religion au Maghreb. C'est un phénomène qui date des frères musulmans. Ils ont décidé de se revendiquer de l'islam pour résister. Bon bref, peu importe. Ils ont décidé. Mais là, c'est intéressant, puis on fera réagir Gilles, mais si vous dites que justement les islamistes sont finalement des blancs, parce qu'ils ont intégré toutes ces... Je dis une partie de ce qu'ils sont, c'est blanc. On ne peut pas généraliser comme ça. Je dis qu'il y a une vous dimension blanche. Oui. Vous, dans ce contexte, vous ne devriez pas être une des premières à lutter contre l'islamisme. Et parfois, enfin, le phénomène du voile il est ultra complexe et polymorphe, mais malgré tout, une des revendications des islamistes et des salafistes, c'est aussi de voiler en partie les femmes. Est-ce que c'est pas paradoxal justement que vous défendiez le droit des femmes au voile et après, Alors, vous avez l'air de savoir ce que sont les islamistes et les salafistes. Pour ma part, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas à quoi vous dire des salafistes. 20 ans que je travaille sur le Moyen-Orient, donc j'ai une petite idée en tout cas de ce qu'ils sont dans Oui, les pays mais donc où vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, quand on prend la catégorie islamiste, c'est comme quand on prend la catégorie gauche. En Europe, la gauche, ça va... En Europe, si on prend les gauches européennes, ça va de Tony Blair à la bande Abadère. Alors disons les salafistes alors. Non, mais pour, ça va de Tony Blair à la bande Abadère. Donc j'ai repris votre terme. Les islamistes, les islamistes. Alors, il y a de tout. dire... Dans les islamistes, il y a des projets qui vont il y a des islamistes qui sont pro-américains, par exemple. Il y a des islamistes qui combattent l'impérialisme, il y a des islamistes qui sont conservateurs, il y en a qui le sont moins, il y a des fous, il y a des gens raisonnables, je veux dire, il y a de tout. Donc je ne sais pas. Donc déjà l'islamisme, c'est un phénomène politique complexe, et je ne suis pas concernée, si vous voulez, directement par l'islamisme, en tout cas celui des pays du Sud, enfin musulmans, parce que je n'y suis pas et je ne donne pas des leçons, donc ça m'est égal. Les femmes qui sont là-bas, c'est leur problème. Soit elles sont islamistes, soit elles ne le sont pas, mais c'est leur problème. Quant à celles que nous défendons en France, j'en ai rarement rencontré qui se déterminent en fonction, ou qui se disent islamistes. Elles se disent musulmanes. C'est quand même complètement différent. Une femme qui se dit musulmane, qui veut vivre sa foi, c'est pareil. Maintenant, si elle est islamiste, en admettant qu'il y ait des mouvements islamistes, ce qui est tout à fait possible en France, eh bien, il faut les juger sur pièce. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Je veux dire, d'abord... ils ont le droit d'exister comme tout le monde. Bon, si toutefois ça leur prenait l'envie de se revendiquer islamiste, bien que je ne sais pas trop ce que ça pourrait vouloir dire. Toujours est-il que nous on les jugerait sur place, sur pièce. Est-ce qu'ils luttent contre l'islamophobie ? Est-ce qu'ils luttent contre le racisme ? Est-ce qu'ils sont contre la France-Afrique ? Est-ce qu'ils sont pour le progrès social ? Voilà, ça c'est mes questions. Donc moi je ne suis pas idéologique par rapport à ça. Et c'est la question que je pose à n'importe lequel de nos partenaires. Des femmes, ou... Mais il y a des mouvements musulmans qui sont pour l'avancée des droits des femmes. Sachant que nous, en ce qui concerne les femmes, la complexité du racisme vient aussi troubler les rapports de genre. Donc nous, quand on a la question des femmes, ne peut pas se penser sans
l'oppression des hommes indigènes. Il y a un phénomène spécifique qui cible les hommes indigènes en termes d'oppression. Et donc, le racisme crée des formes de masculinité que moi je trouve toxiques. Et donc, si vous voulez, la réponse féministe n'est pas complètement satisfaisante quand on ne prend pas en compte l'oppression spécifique des hommes indigènes. Ce que je veux dire, c'est que les hommes indigènes n'ont pas une masculinité dominante, hégémonique. Ne font pas partie de ceux qui dominent dans ce pays. C'est-à-dire que leur masculinité ne suffit pas à en faire des dominants. En fait, il se trouve que c'est tout à fait le contraire. Leur masculinité en fait les plus opprimés des opprimés. Donc c'est compliqué, le rapport aux hommes, et donc nous oblige à théoriser des formes nouvelles de féminisme, qu'on appelle le féminisme décolonial. Juste pour préciser quelque chose, et puis on va aller vers les dernières questions. Quand vous parliez tout à l'heure de l'ensauvagement, de ce que vous appelez l'ensauvagement de l'indigène, que vous êtes préoccupé parce qu'il y a une sorte de régression, etc. Donc ça veut dire au fond qu'un dominé peut être raciste. Éventuellement, enfin le cas échéant. C'est pas le mot raciste que j'utiliserais, ou je peux utiliser le mot racisme édenté. Racisme édenté, c'est l'expression de Albert Memmi. C'est-à-dire c'est un racisme qui ne trouve pas d'appui dans les institutions. Pour le dire autrement, imaginons un indigène judéophobe, il n'a pas les moyens d'affréter des trains pour Auschwitz. Il n'a pas le pouvoir. Donc c'est une forme de racisme, c'est-à-dire plutôt une haine, je dirais, qui n'est pas adossée aux institutions au pouvoir. Il y a les moyens de prendre une Kalachnikov devant une école juive quand même. Alors vous avez tout à fait raison, non mais absolument. Donc vous êtes bien d'accord que ce ne sont pas les moyens de l'État. Donc ce sont des faits individuels. En revanche, si par exemple à l'époque de l'État... Individuel non, pardon, c'est pas individuel, parce qu'il y a toute une logistique derrière, il y a une idéologie, il y a des mots d'ordre, c'est pas un loup solitaire, comme d'ailleurs on l'avait dit à tort à l'époque. Vous avez raison, mais c'est toujours pas une forme de racisme, ou oui, en tout cas c'est pas une forme de racisme qui est adossé aux institutions, à la police, à l'État, à l'armée. Voilà. Donc en fait, c'est une haine, c'est une vous avez non mais c'est bien sûr. Oui. Quand je parle, moi je parle pas d'ensauvagement comme ça. J'en parle en connaissance de cause. Je pense qu'il y a une dégradation qui, sans réponse politique concrète, effectivement, on pourra arriver à ce genre de choses, bien entendu. Donc, toute notre question que je repose, qu'adviendra-t-il de cette beauté? Ça, c'est ma question fondamentale. Ça, c'est ma question. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça? Qu'est-ce qu'on fait? Justement, quand vous dites on a la prétention de penser qu'on participe d'une réponse. Quand vous dites réponse politique concrète, il y a une espèce de contradiction, j'ai l'impression. Vous dites qu'on n'a pas pris en compte la violence policière, etc. Donc, on a l'impression qu'un programme politique avisé pourrait y répondre. Et vous dites dans le même temps, il y a un racisme systémique qui vient de l'État, etc. Donc il y a une forme de système à remettre en question. Donc c'est beaucoup plus large que juste bien intégrer la question de l'islamophobie et des violences policières, etc. C'est pour ça que je parlais de pouvoir tout à l'heure. Voilà, mais justement, quelle projection politique vous faites dans le futur, ou quelle est la ligne d'horizon entre guillemets que vous voyez? On a du mal à voir de quelle forme ça pourrait prendre en fait, puisque vous dites que l'État français ou même la République française dans ses fondements mêmes est vicié, que c'est pas juste c'est pas un défaut de République, c'est la République qui a un vice constitutif. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Alors, il n'y a pas, effectivement, je ne crois pas à l'essence de la République, la naissance de la République. Donc, pour moi, la République, comme tout cadre politique, peut se réformer. Donc, évidemment, quand on fait de la politique, on pense qu'on peut réformer le cadre. Voilà. Mais vous ne pensez pas plutôt qu'il faut l'abattre? Moi, j'avais plutôt le sentiment que vous étiez dans cette dynamique-là. Oui, l'abattre. Un cadre qui distribue des droits, qui garantit la justice, le travail pour tous, je ne sais pas, l'égale dignité de tout le monde. J'ai pas envie d'abattre un cadre qui proposerait ça. En revanche, remettre en cause jusqu'à quel point, je ne sais pas, puisque de toute façon, comme vous le disiez tout à l'heure, on est quand même très très loin de pouvoir
réformer cette République, je veux dire, avec les forces dont on dispose aujourd'hui. Mais effectivement, avec par exemple, évidemment que la première des choses à laquelle on va penser, c'est, remettre en cause l'État policier. Ça me semble évident. Remettre en cause l'État policier, effectivement, qui non seulement est un danger pour les indigènes, mais aussi pour le mouvement social de manière générale. On l'a vu avec Nuit debout, on l'a vu avec la répression du mouvement social. Je veux dire, je ne crois pas, comme mon ami Hugo Pallietta, que le fascisme est là, mais je crois qu'il y a une possibilité du fascisme, oui. Je voudrais demander quand même à Gilles Clavreul, est-ce que pour vous, le mouvement des indigènes de la République est un mouvement inquiétant, dangereux, si oui, en quoi, sinon... parce qu'au fond, vous avez parlé de leadership intellectuel tout à l'heure, ce qui était une forme d'ailleurs de... presque pas d'hommage, mais en tout cas non, mais bien sûr, de reconnaissance de constat d'influence sur les débats politiques, etc. Mais en même temps, dans une note que vous aviez fait pour la Fondation Jean Jaurès, vous parliez d'essentialisme, enfin, etc. Bon, il y avait quand même tout un tas de choses. Bon, donc, voilà. Oui, je crois que ce sont effectivement des éléments présents dans la doctrine. Et l'échange qu'on a eu et ce que vous avez pu dire m'éclaire et peut-être me confirme sur une hésitation que j'avais quant à savoir si vous êtes une formation, disons, de gauche dure, de gauche radicale, de gauche, je vais dire, exigeante, ou bien si votre projet politique est un peu différent. Et je pense que votre projet politique est un peu différent. Moi, il y a la déclaration finale, dans la déclaration finale du Bandung du Nord, le meeting que vous avez organisé, enfin, vous n'étiez pas seul, hein, mais en mai dernier, il y a une phrase qui a retenu mon attention, que je trouve très, très intéressante et assez éclairante, mais qui va bien dans le sens de ce que vous avez dit aujourd'hui. C'est pas vous qui avez lu cette déclaration, et cette déclaration disait déclarer la guerre au racisme d'État, à l'impérialisme et à la dissolution des idéologies de la modernité qui nous condamnent à vivre dans les rêves pervers et irréalisables de la suprématie blanche. C'est une attaque frontale contre la modernité politique, en fin de compte. C'est-à-dire contre, mais c'est ce que vous avez dit depuis le début, contre un projet politique, celui de l'Occident, et tous les mensonges et les supercheries qu'il invente successivement, que ça s'appelle démocratie, droits de l'homme, lutte contre le racisme et autres. Donc oui, leadership intellectuel, alors leadership c'est peut-être exagéré, mais en tout cas influence intellectuelle certaine que vous exercez de fait, et que je pense être un problème pour la gauche, c'est-à-dire non pas un risque à proprement parler. Pour moi, le risque politique pour le pays dans son ensemble, il est plutôt clairement à l'extrême droite, ou dans la reformulation, recomposition des droites populistes, et on voit que c'est pas seulement en France que ça se passe. Mais de l'autre côté du spectre politique, je vois un problème ou un fil à la patte pour la gauche tant qu'elle ne clarifie pas ses propres visions, ses propres positions, ou plutôt tant qu'elle n'en développe pas une, parce qu'actuellement le problème de la gauche démocratique, c'est plutôt de formuler un projet et d'avoir des idées, et il me semble qu'aujourd'hui elle en est loin, mais on voit bien que parmi les questions qui la travaillent, il y a entre autres la disparition, l'évanescence de la question sociale au profit de problématiques que vous posez vous. Et, encore une fois, là, j'essaie de le regarder de manière clinique et non critique, qui sont d'une part la question des races que vous placez de manière centrale, celle de la religion également, même si c'est moins votre thème à vous que celui, par exemple, du CCIF, qui est davantage sur ce créneau-là. Et d'autre part, pendant la religion, le CCIF. Oui, c'est pas faux, mais derrière il y a quand même, sauf que derrière il y a quand même un modèle social et culturel qui lui aussi d'ailleurs, et je pense comme le vôtre, est très pessimiste sur la capacité de l'Occident à aller au bout de son progressisme, et au fond ce à quoi vous appelez un peu de manière récurrente, y compris là, comme vous venez de le faire en disant oui, je vois bien qu'il y a des problèmes et d'ensauvagement ici et dans les pays du Sud de législation répressive envers les homosexuels ou autres, mais n'y touchons pas, attendons que ça se fasse tout seul, laissons ces pays se réformer, et plus on interviendra, plus ce sera contre-productif en fait, en quelque sorte, c'est ce que vous dites. Mais au fond,
c'est terriblement conservateur au plan culturel, ce que vous défendez, non? Alors, d'une part, Critique de la modernité politique, alors, d'une dans part, son je ne ensemble. me situe pas ni dans le conservatisme ni dans le progressisme. J'espère que vous l'aurez compris. Ni l'un ni l'autre ne m'intéresse. Donc, effectivement, cette ligne-là ne peut pas nous définir. En tout cas, on ne se positionne pas par rapport à une ligne du progrès. Ça ne veut rien dire. Donc, par conséquent, moi, le conservatisme, ça ne veut rien dire pour moi. Oui. Je dis simplement que lorsque je constate ce que vous appelez le conservatisme quelque part, je dis simplement c'est pas vos affaires. C'est ça que je dis. C'est au peuple de décider du genre de société dans lequel ils veulent vivre. Je dis simplement ça parce que personne ici n'admettrait qu'un pays africain, asiatique ou je sais pas, musulman vienne vous donner ici des leçons sur, par exemple, les mœurs françaises. Personne n'accepterait ça. Donc, Non, mais là, on parle de la France quand même. Oui, non, mais il vient de parler du fait que j'ai dit qu'en fait, que s'il y a, enfin, je veux dire que les pays du Sud doivent en fait avoir leur propre agenda. C'est ce que je pense, effectivement. Je pense que c'est pas nous de nous mêler du sort et de l'avenir. Nous, notre seule chose qui nous incombe, notre responsabilité, elle est de critiquer nos États qui vont s'ingérer dans les affaires des pays du Sud. C'est une critique de l'universalisme. C'est une critique de l'universalisme. Absolument. Vous dites, En on n'a termes pas économiques, à en juger termes de la militaires. culture d'un autre Non, pays. mais pas En fait. simplement. Moi, je ne parle pas simplement de culture. Moi, je parle de présence. Les mœurs, Non, je parle de présence politique. Je parle de la présence de l'armée. Non, mais là, on est juste autour d'une table et on dit qu'est-ce qu'on pense Oui, mais c'est de bien. la répression des homosexuels en Iran. Ou, c'est tout, hein, c'est Oui, pas mais- plus que ça. mais- Est-ce mais qu'on a le il y a- droit il y a- d'en parler ou pas? Mais on a le droit d'en parler, mais donc il faut admettre que les Iraniens viennent dire pourquoi les Français mettent les Noirs et les Arabes en prison. C'est quoi ce pays qui met ces minorités en prison? Je veux dire, Ce est-ce à est-ce quoi qu'on il est admettrait facile de répondre. Hein. est-ce qu'on admettrait que les Iraniens s'ingèrent dans nos affaires? C'est tout ce que je dis. Soit on accepte une espèce de multilatéralisme où tout le monde se mêle des affaires de tout le monde, auquel cas il y aurait au moins un minima de l'égalité dans les rapports entre États et entre nations, entre peuples, soit on ne l'accepte pas. Mais on ne l'accepte pas dans les deux sens. Et vous voyez pas une toute petite différence entre exécuter des homosexuels parce qu'ils sont homosexuels et mettre des gens en prison parce qu'ils ont commis des délits? Mais la France, elle exécute au-delà des frontières de la France. Attendez, on exécute des Bah, homosexuels. non, pas des homosexuels. Bah oui, on mais- participe à des guerres. Oui, on d'accord, participe enfin, à des guerres. c'est peut-être pas tout à fait la même chose quand même. Bah, Et par c'est- ailleurs, je pense pas Bah, qu'on ça soit dans fait les des mêmes morts. ordres de Ça fait- proportion. Mais ça fait des morts. Oui, mais Ça quoi fait par des morts. exemple? Oui, d'accord, mais enfin, la Libye, ça fait des morts, ça détruit un pays. La France a bien participé à la guerre en Libye. Oui, enfin, vous admettez que c'est quand même pas tout à fait la même chose. Ah, Pour non, vous, c'est la même chose. Ah, c'est même pire. Ah, c'est pire. Détruire la Libye? Ah oui, c'est pire. Détruire la Libye, c'est très grave. Oui, c'est pire. Ah oui, c'est pire. D'accord. D'accord. Vous mettez comme prérequis à la pacification des rapports entre les blancs et les racisés le fait de déblanchiser son regard. Alors, comment on fait ça? Comment on se décolonialise en tant que blanc? Bah, en fait, on ne se décolonise pas en tant que blanc. C'est pas un processus individuel. C'est pas une Vous prise êtes de prêt à tuer conscience. le blanc en nous? C'est pas un processus individuel. C'est les institutions qui déblanchissent les blancs. C'est le pouvoir qui déblanchit les blancs. C'est un pouvoir plus juste qui déblanchit les blancs. C'est la déracialisation qui blanchit les blancs, qui déblanchit les blancs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une prise de conscience individuelle, c'est une lutte politique. Mais alors, comment ça peut se faire sans grand emplacement? Alors, c'est là aussi, j'ai l'impression de vous entendre un peu en miroir de la droite identitaire par moment. Parce que si c'est ça, c'est Oui. terriblement pessimiste votre affaire là. Oui. Vu le rapport de nombre, ça Oui. se produira jamais. Ah ben, d'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire le grand remplacement. On est une grande. Non, ce que je veux dire, c'est il y a une fantasme, on est quand même une minorité. Bah oui, justement. Mais justement, c'est ce que Ouais. Bah, dit c'est- Gilles Clabol. Mais oui. c'est parce qu'on croit profondément que les blancs ne sont pas blancs génétiquement. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas qu'autour de nous, il y ait des racistes qui veulent nous écraser. Je pense que les forces politiques peuvent se réformer. Et je crois que la réforme se fait par la lutte politique, tout simplement. Je veux dire, il n'y a rien de... ça veut dire qu'on croit en l'humain. Mhm. C'est ça que ça signifie. On croit en l'humain. Et je dirais même qu'on a suffisamment d'amour en nous pour comprendre précisément, malgré l'oppression et malgré une colère grandissante, on a dans nos rangs et dans les milieux politiques qui sont les nôtres, et je ne parle pas de tout le monde, je parle bien de ceux qui sont politisés, on a suffisamment d'amour en nous pour refuser
l'essentialisation pour refuser la génétique dans cette histoire. C'est ça que nous sommes en train de dire. C'est qu'en fait, il y a de l'espoir, au contraire, il y a de l'espoir parce qu'il y a de l'amour révolutionnaire. C'est pour ça qu'il y a de l'espoir. Et on est précisément pour une solution du tous ensemble, mais sur des bases politiques qui ne soient pas celles de l'antiracisme moral. Donc, qui sont des bases politiques qui sont, exigeantes. Oui, mais pardon, alors je vous ai peut-être mal lu, mais au fond, l'amour révolutionnaire, c'est aussi l'islam. Enfin, c'est aussi dans l'islam que vous le trouvez. Parce que vous parlez beaucoup, votre dernier chapitre s'appelle... voilà, alors, donc, est-ce que j'ai mal compris ou... Disons qu'il faut lire ce passage avec une certaine distance, ou peut-être, comment dire, avec son cœur. Voilà. L'islam en France, c'est l'expression de l'altérité radicale. En France. Donc c'est à travers l'islam que j'ai effectivement souhaité finir et utiliser, si vous voulez, en tout cas reprendre à mon compte des préceptes de l'islam pour proposer effectivement une alternative positive et montrer qu'à travers, même dans l'islam, il y a quelque chose que vous pouvez comprendre. Voilà. Il y a des choses que vous pouvez comprendre. Je veux dire, l'islam, c'est pas strictement la religion des musulmans. C'est, je me souviens d'une phrase tout à fait surprenante de Claude Askolovitch, qui avait écrit, soit dans son livre, soit dans une des interviews lorsqu'il a sorti son livre sur l'islamophobie, il a dit l'islam est un cri de France. L'islam est un cri de France, extraordinaire. C'est-à-dire, Allahu Akbar, pardon. Allahu Akbar est un cri de France. Je trouve que ce renversement montre déjà que Claude Askolovitch est quelqu'un de très fin et très intelligent, et qu'en réalité, c'est ça, en fait, nous sommes d'ici. Et en fait, vous êtes nous, quelque part. C'est-à-dire qu'on vous a transformés. Nous avons été transformés. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais française. Je viens d'Algérie, mais je suis française. C'est quand même extraordinaire d'avoir été libérée pour devenir algérien et finalement de se retrouver française. Donc je suis française. Donc pour moi, il y a quelque chose à résoudre ici. Vous voyez, on a été libérés pour devenir des Algériens et on est ici en tant que Français. Quelque chose Donc moi, je suis devenue française. C'est-à-dire que je suis comme vous en fait. Il n'y a pas grand-chose qui nous sépare. Et si ce n'est la question raciale. Et vous-même, vous avez été transformés par nous. Et quand on dit que Allah Akbar est un cri de France, ça signifie qu'en fait, il vous appartient aussi. D'accord. Ça, je considère que ça, c'est de l'amour révolutionnaire. Cette méthode de vous offrir, on va espérer vous offrir quelque chose qui nous appartient. Comme nous, on est profondément vous. Mais c'est marrant parce que vous faites revenir une valeur universelle qui était en fait une grande valeur comme pouvait apporter la République, etc., que vous avez tout à l'heure détruit en disant que c'était forgé par un imaginaire colonial, occidental, et que c'était irrémédiablement teinté par cette domination-là. Quoi. Oui, mais moi, cet universalisme, je vous le propose avec le cœur. L'autre universalisme, il nous a été proposé avec l'armée, avec les armes, avec l'oppression. D'accord. Cet universalisme-là, oui, je comprends. Vous êtes d'accord pour dire qu'on n'en veut pas. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que l'islam est le seul lieu de l'universalisme. Je vous dis simplement que l'islam étant en France l'altérité radicale, je voulais simplement m'en emparer pour dire, dans l'islam, il y a de l'universel. Mais ça, si vous me dites dans le bouddhisme il y a de l'universel, je vous crois tout de suite. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse un dessin. Mais dans toutes les religions, dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'athéisme, dans l'agnosticisme, je veux dire, je n'ai aucun problème à penser que l'universel jaillit de partout. Vous voyez Ça colle assez bien avec le cadre d'une république laïque et démocratique, ce que vous dites. À condition qu'elle soit laïque et démocratique. Non. Mais c'est intéressant. Juste, pardon, oui. Elle n'est plus laïque, elle l'était, mais elle n'est plus. Elle l'était en 1905 jusqu'à 2004. Et là, on a introduit l'idée du devoir de laïcité. C'était l'État qui était laïque, c'était les institutions. Donc jusqu'ici, tout va bien. On a le droit d'être ce qu'on veut. Et l'État permet à la fois, lui est neutre, mais il permet la coexistence des croyances et des incroyances. Et lui-même ne se mêle pas de religion. Là, on est dans une phase, depuis 2004, où il y a eu une trahison de l'esprit de 1905. Et depuis 2004, donc, il y a un devoir de laïcité de la part
des individus. C'est-à-dire que c'est les gens qui doivent être laïcs, ce qui est invraisemblable. Être laïque, ça ne veut rien dire. Moi, je peux dire je suis pour, pour que l'État soit laïque, que vous soyez laïque quand on vous Non, mais ça, c'est tout le débat entre société laïque et État laïque. Mais ça n'a aucun sens, justement. Précisément, si l'État est laïque, c'est pour nous permettre, nous, d'être tout ce qu'on veut. C'est pour nous permettre d'être religieux ou athée. Et en quoi n'est-il pas d'ailleurs- laïque? En quoi n'est-il pas laïque? Quoi donc? L'État. Ah bah là, parce que je viens de vous dire qu'il a introduit le devoir de laïcité aux individus. C'est-à-dire que là où c'était les profs qui étaient laïques, on a exigé des jeunes femmes musulmanes qu'elles quittent l'Iran pour devenir laïques. Elles doivent être laïques. D'accord. Enfin, on l'a pas exigé spécifiquement des femmes musulmanes, d'ailleurs des élèves musulmanes en Oui, l'occurrence. les élèves dans les écoles. Mais de ça vaut pour toutes les manifestations religieuses, et ça ne démarre pas en 2004, puisque ça n'est jamais que la légalisation d'une mesure qui a été prise par voie de circulaire par Jean Zay en 1937. Alors, on était dans un contexte où c'était pas l'islam qui pouvait être en cause, hein, évidemment. Donc, en fait, cette conception-là de la laïcité, très restrictive et très irénique, qu'on trouve par exemple sous la plume de Jean Bobéro, consiste à dire en 1905, on a fait une grande loi de paix et de concorde entre les croyants et les non-croyants, entre les républicains et les libres penseurs d'un côté et l'Église de l'autre. Cette histoire est une histoire à dormir debout. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Au contraire, la loi de 1905 a été obtenue au terme d'un combat politique extrêmement violent, extrêmement virulent. Le moins qu'on puisse dire, c'est à vous regretter de m'avoir lancé sur la Non, c'est pas ça, mais alors là, si on part sur la laïcité, moi je veux bien. Hein. Bon, non, mais tout ça C'est pour le dire cœur que de- c'est... le cœur de- Non, mais il y a un narratif qui s'est installé en disant en 2004, on a dévoyé la laïcité, c'est devenu une arme anti-musulman. Bon, c'est pas conforme à la réalité historique, mais je comprends bien le cadre polémique, hein, ça, je l'entends bien, mais c'est juste pas comme ça que ça s'est passé. Moi, si, Faut c'est faire comme court. ça que Bah ça s'est passé. Bah non, c'est pas la réalité historique. Après, qu'il y ait des Il y a instrumentalisations... une loi en 2004. à Il y a une l'extrême... loi en Oui, mais 2004 encore une fois, autour de l'islam. elle venait au Autour terme des d'un femmes débat musulmanes. de 15 ans qui a démarré en 89. Autour de l'islam, toujours. Et sur oui, bien sûr, ça qui est un sujet islam dans la société française, ça personne ne va le nier, c'est certain. Mais cette histoire de la conception de la laïcité qui a été consacrée à cette occasion-là, en réalité, est la conception de toujours. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'inflexion. Il y a une confirmation législative d'une pratique qui a été, c'est dans l'autre sens, remise en cause par l'interprétation qu'en a donnée le Conseil d'État en 1989. C'est ça, donc, et qui créait des problèmes, puisqu'on comptait quelque chose comme 1800 situations d'incidents dans les établissements scolaires à travers la France, où il y avait des contestations. La loi a réglé ça, il n'y a plus de contestations, et il n'y a plus de sujet. Donc le débat s'est déplacé sur d'autres thématiques, mais il n'y en a plus là-dessus. Donc c'est plutôt une loi d'apaisement en réalité. Il faut aller sonder le cœur des musulmans pour savoir si c'est vraiment une loi d'apaisement. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité, c'est que tout le monde le vit comme on le vit comme une loi discriminatoire. Et ça l'est de fait, parce qu'on a empêché les gens d'être ce qu'ils sont, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a eu un refus d'une nouvelle altérité, disons. Et ça c'est dramatique, et c'est dramatique parce que mais c'est pas loin, c'est pas tellement loin et c'est pas tellement étranger à ce qu'a dit Zemmour. C'est sur les prénoms. Mais appelez-vous Corinne ou je sais pas quoi. C'est refuser aux femmes musulmanes d'être musulmanes ou porter le voile, c'est rejoignez la norme. Rejoignez la norme. Or, ce que nous disons en tant que mouvement décolonial, c'est que nous disons la norme, nous sommes aussi producteurs de normes et que cette norme-là, on l'a construite également. Elle est En co-construite. l'occurrence, Elle est co-construite, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde participe de la norme. Or là, on nous dit, il faut vous mouler, ce qui est une violence. en l'occurrence, c'était au nom de la sécurité que ça a été fait, cette loi. Non, là on parle Celle de de 2010. Oui, celle de 2010. Non, celle de vous voulez dire. 2010, pardon. Ouais. Oui. Non, celle de 2004, oui, c'est la L'interdiction, suite de 1989. Bon, mais là, c'est réduit à la sphère scolaire. Ce sont les élèves. Mais les élèves Uniquement les élèves. Oui, mais les élèves, ils viennent avec leurs idées, avec leurs idées politiques ou religieuses, peu importe. Ils doivent se construire. Bon. C'est très exactement, oui, c'est très exactement cet argument qui a été invoqué pour prendre cette mesure en disant il faut que les enfants aient le temps de se construire et qu'ils ne soient pas. On a parlé de conscience marqués, en formation. voilà, à l'époque. exactement, de conscience en formation. Ouais. Mais ils doivent se construire avec l'héritage de leurs parents, pas en rupture.
ils viennent de là où ils viennent, avec leur histoire, c'est ça. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne veut pas être amputé de nous-mêmes. Mmh. Et ça, c'est une amputation. Ça veut dire, encore une fois, rejoignez la norme. Il n'y a qu'une norme et vous devez l'assimiler. Et nous disons, non, tout le monde participe de la norme. Et ça vaut pour absolument tout le monde. Je veux dire, quand je reviens sur Zemmour, je dis que il faut libérer Zemmour. Il faut libérer Zemmour de cette question-là, fondamentale. Bon, ok. Moi, j'avais une dernière petite question quand même liée à l'actualité. Je voulais savoir un peu quelle était votre réaction, ce que vous inspirait les propos du rappeur, comment il s'appelle déjà, Nick Conrad, qui a dit tuer les bébés blancs et pendez les blancs. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cet épisode récent? Alors, quand j'en ai entendu parler la première fois, j'ai été un peu terrifiée. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, comme je refuse de toute façon de suivre les condamnations médiatiques, parce que je trouve que c'est un cirque qui nous empêche de penser. Et je pense qu'il faut que tout doit nous inciter à penser. Donc, je prends évidemment le temps d'abord de l'écouter. Première chose. Et son explication, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il explique, je crois, que c'est un retournement de la réalité, en fait. C'est une espèce d'effet miroir où, en réalité, voilà, je crois que tout le monde a compris un peu. J'avais noté ça quelque part. Oui, c'est-à-dire que tout ce qui arrive dans le clip est arrivé au noir. Et en plus, il fait des références. Voilà. Il fait des références à des. Voilà, il a dit que c'était une fable qui visait à inverser les positions des Noirs et des Blancs. Voilà, donc bon, déjà, il faut écouter ses propos. Ce qui renvoie à une réalité qui effectivement que les Noirs sont à l'échelle mondiale. Hein. Je veux dire, alors beaucoup aux États-Unis, en Europe, aujourd'hui de plus en plus dans les pays du Maghreb, sont, je dirais, le noyau, c'est-à-dire le groupe qui est universellement quasiment la cible du racisme. Je veux dire, voilà. Et donc ça, c'est une réalité que vivent les Noirs. Bon, et donc là, il explique que c'est un rapport inversé. Donc ça, c'est une chose. Et la seconde chose, comme je ne suis pas ni bonne sœur, ni curé, ni imam, je ne suis pas là, je suis pas là pour condamner. Je préfère, si vous voulez, avoir un regard politique sur la question. Et le regard politique, je suis prête aussi à comprendre et à entendre le fait que ça fasse peur. Et fondamentalement, la question qui revient à chaque fois, c'est-à-dire par rapport à peut-être un fantasme qui existe, qui est celui de la vengeance, qui existe, eh bien, c'est la question politique qui est la nôtre, qui doit nous interpeller, c'est que faire? Que faire? Et ce clip traverse tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Que faire? D'accord. Oui, enfin, effectivement, après on rejoint... on rejoint... ce que vous développiez, pardon. La réponse qui est une réponse à la fois forte, romantique, c'est celle de l'amour révolutionnaire. Et je dis bien qu'elle est romantique, parce que... vous l'avez relevé, je ne suis pas extrêmement pessimiste, effectivement. Je ne suis pas très optimiste. Non, oui, voilà, oui, plutôt. Voilà, je ne suis pas optimiste. Mais... Moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Je l'ai pas vu. Ouais, le clip est assez effrayant. Il fait 9 minutes 25. Et ce qui... puisque bon, j'ai lu évidemment les explications qui sont données, mais elles sont un peu teintées quand on sait qu'il a par ailleurs été félicité par Dieudonné et tout ça. En fait, il n'y a aucune prise de distance à aucun moment quoi, dans tout le clip. C'est ça que moi, l'histoire si j'avais pas vu le clip, je pourrais acheter ces arguments d'une certaine façon. Il faut renverser les choses pour inviter les gens à s'interroger et faire comprendre que ça, on l'entend très bien. Il se trouve que son clip ressemble absolument pas à ça. Il ressemble même exactement au contraire. Il ressemble surtout à de la haine pure et dure. Non, ça me paraît tellement caractéristique de l'avilissement du débat public, de l'expression publique, qui prend plein de formes, hein, d'une certaine façon, des degrés de gravité, des échelles de gravité différentes, mais les propos d'Yann Moix, par exemple, j'en pensais à peu près pareil, ceux de Zemmour ou autres, enfin bon. Et puis il y a une récurrence dans ces affaires-là, c'est l'obsession identitaire. Alors là, évidemment, on va peut-être pas être d'accord, hein, mais c'est constamment la question identitaire qui revient. Et
quel que soit encore une fois le niveau de gravité, le niveau d'importance, qu'on parle de sujets très importants, qu'on parle de sujets un peu anecdotiques et dérisoires. Je vois par exemple Rokhaya Diallo qui a passé son été à vider sa pharmacie pour dire un coup c'est le pansement qui n'est pas de la bonne couleur, un coup c'est les... Enfin bref. Bon, c'est pas terrible. Qu'on parle de sujets plus importants comme par exemple la victoire de la France à la Coupe du Monde. Alors là, c'était assez caractéristique. Il y a des gens qui, manifestement, des intervenants qui ne pouvaient pas parler d'autre chose que des questions de composition ethnique de l'équipe, soit pour dire, dans un sens, l'équipe de France n'est plus une équipe de France, c'est une équipe africaine et c'est horrible, soit pour dire, c'est plus une équipe de blancs, Oui, c'est c'est une équipe pour le multiethnique déplorer et ou c'est pour formidable le- et c'est ouais. pour ça qu'elle gagne. Et en plus, ce sont Qui les montre mêmes. l'actualité de la question raciale. Oui, tout à fait, bien sûr, mais c'est une actualité qui, moi, me rend pessimiste aussi, mais sans doute pas pour les mêmes raisons. Mais là où C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler de problématiques d'intérêt général, puisque chacun va raisonner à partir d'une identité qui est totalement refabriquée et mais reformulée. là où je vais, Et voilà, comme vous le disiez d'ailleurs, hein, ce mais sont là où des... je vais m'inscrire complètement au faux avec ce que vous dites, c'est que en fait vous voyez de la question identitaire partout, alors que nous voyons le printemps républicain comme un mouvement identitaire. Donc quoi, vous vous trompez, mais vous vous Non, trompez je pas pense seulement que- là-dessus, mais je- c'est pas... Je pense que c'est pas grave. l'universalisme que vous défendez, c'est une défense du monde blanc. En réalité, vous êtes un mouvement identitaire en réalité. Et vous aussi, alors. Non, parce que. Mais non, mais je peux m'en expliquer. On nous reproche d'être un mouvement identitaire. Or, l'indigénat n'est pas une identité, c'est un statut. Et nous, on ne dit nulle part qu'il faut. On dit qu'il faut combattre ce statut, donc la justice, etc. Donc combattre la question raciale. Mais si vous me dites c'est quoi un indigène, quel est le rapport entre un Antillais, une Algérienne, un musulman et un Congolais? Qu'est-ce que c'est? Ou un Kanak? C'est quoi? Culturellement, identitairement, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Simplement, nous sommes tous, ce sont bien des statuts sociaux et politiques. En revanche, l'identité opprimée par le racisme a toute légitimité à se revendiquer. C'est-à-dire que c'est une identité qui ne veut pas mourir. Donc, ce que vous appelez l'identitarisme, c'est simplement une résistance. Mais alors, parce que- Mais ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, la question qu'on pose de cette manière-là, elle rejoint aussi la question identitaire régionale. C'est-à-dire que moi, je trouve tout à fait normal En fait, d'être... les Oui. blancs peuvent être aussi des indigènes. Mais les Blancs ont été écrasés, oui. Et alors, Les pourquoi, cultures une question- françaises ont toutes été écrasées par l'État jacobin, évidemment. Oui, Non, mais bien j'ai sûr. une question conjoncturelle. Dans ce cas-là, pourquoi dans vos camps décoloniaux, vous ne prenez pas les blancs? Alors d'abord, je ne fais pas partie du camp décolonial, ce n'est pas moi, ce n'est pas le pire. Et elles sont expliquées, il me semble, pas mal. Elles disent, sont invités à venir ceux qui vivent le racisme. Ceux qui vivent le racisme d'État. Mais Complètement. Puisque les Blancs peuvent le Les vivre. blancs peuvent vivre le racisme alors. Mais encore faut-il qu'ils l'expriment. Par exemple, si Le c'était le racisme cas... social, les blancs. Mais ça, c'est pas le racisme social, c'est dans la question de classe. dans les périphéries Ouais, mais là, elles ont urbaines, dit que le racisme anti-blanc n'existait pas. Donc, là, j'ai noté que d'ailleurs qu'il y avait une différence. Vous êtes pas tout à fait sur cette position-là. Vous êtes moins catégorique. Ah non, je dis que le racisme anti-blanc n'existe pas. Je dis que la haine contre les blancs, qui découle de l'oppression raciale, elle existe. Ce sont deux choses différentes. Mais je dis qu'on ne peut pas la confondre avec du racisme dans la mesure où ça n'est pas adossé au pouvoir et ça n'est pas systémique. Les indigènes n'ont pas le pouvoir d'empêcher des blancs de postuler à tel ou tel emploi. Les indigènes n'ont pas le pouvoir de contrôler les blancs au faciès. Oui, mais pour vous, le racisme est forcément... Lié au pouvoir. Oui, Absolument. forcément. Il n'y a pas de racisme des individus. Bah non. D'accord. Non, mais il y a Non, mais parce que... Non, mais si. La Non, question- non. Il y a Pardon, du mais- non. Il y a du racisme d'État et le racisme des individus, c'est un choix, ce que je veux dire. On a le droit, un blanc n'est pas obligé d'être à l'extrême droite. Quand il est à l'extrême droite, il revendique d'être raciste. Quand il est à l'extrême gauche, il ne veut pas être raciste. C'est-à-dire que chacun a une liberté. C'est pas parce qu'on peut Non, être, mais après... on peut être blanc, bénéficier du système racial, mais ne pas l'être soi-même. Ne pas être raciste soi-même. Et même le combattre de manière décoloniale ou le combattre à sa manière. C'est-à-dire qu'il y a une subjectivité qui fait que chacun est libre soit de poursuivre le système, enfin, en tout cas Non, mais- de conforter le système raciste, au contraire de le combattre. C'est une liberté, ça. Bon. D'accord.
bon, Oui. Juste, est-ce que vous savez, juste parce que je savais qu'on allait parler de Nicorade, il y a une phrase que j'ai retrouvée là, qui a écrit, selon vous, vous êtes prêts à démolir le Mont Blanc, à incendier les bâtiments, vous êtes prêts à construire un monde noir? C'est assez violent, hein. Qui a dit ça, selon vous? Joker. Une artiste, Nina Simone. Mhm. Voilà, Nina Simone, la grande. D'accord. C'était une grande. Enfin, c'est drôle ces explications où il y a un révisionnisme des mots, où les mots sont jamais ce qu'ils paraissent. C'est comme dans votre livre, comme dans les chansons de ce rappeur. Après on choque et on trouve une explication a posteriori pour expliquer qu'en fait ça ne veut pas dire exactement. Oui, que les mots ne veulent pas dire ce qu'ils veulent dire habituellement en fait. Mais Dans parce le que- langage, Mais peut-être que vous avez mal appris les mots. C'est ça. Non mais ça. Pourquoi Ouais. Peut-être que c'est vous qui avez. Peut-être que Philosophique, mais vous-même ça. vous êtes construit dans une société qui vous a donné un sens au concept et au mot. Mais oui, puisque en fait la difficulté c'est l'espèce d'essentialisme stratégique que vous avez, quoi. C'est-à-dire de revendiquer une catégorie pour essayer de que vous déconstruisez par ailleurs, pour essayer dans un futur projeté de la Non mais nous. détruire. D'où la C'est ça, contradiction qu'en fait, intrinsèque. il y avait une Oui, espèce de contradiction, alors que vous expliquez par le moment dans lequel Non, on mais est. vous comprenez qu'on est juste précisément incarcéré par des concepts de l'universalisme qui existent par exemple dans l'organisation de M. Clairol. j'en suis un simple militant de mais base. d'accord, Hein, mais- moi, non, mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'on nous parle d'universalisme, tout le monde se leurre. On est tous pareils, tout va bien, etc. Donc nous, on dit simplement qu'on met un mot sur des réalités. Que sont des réalités que l'on vit. Je veux dire, Mais- je suis pas en train de. Je n'invente pas de la réalité. Mais vous, dans vos discours, c'est très construit, etc. Mais effectivement, une personne lambda qui n'a pas lu toutes les études postcoloniales, etc., quand on entend le mot blanc ou le mot Noir. elle pense en termes de couleur de peau. Et du coup, c'est vrai que le choix des mots Oui. N'est pas innocent. fait qu'il y a effectivement peut-être un repli, comme ce que vous appelez un repli identitaire. Mais ça, ou ça existait avant l'existence des indigènes. C'est-à-dire que vous connaissez quand même beaucoup d'Africains qui parlent en termes de blanc et de noir. Mais c'est parce que on les a désignés comme étant que noirs. On les a avilis à ça. Donc, je veux dire, on ne peut pas à la fois décider que les noirs sont noirs et leur en vouloir de voir les blancs comme des blancs. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, Mais Non, mais c'est eux-mêmes- pas ça la vous, question. de perpétuer Oui. ces catégories en Bah non, parce que utilisant- justement, précisément, la différence, c'est que on les politise. Ouais, Oui, C'est- vous c'est leur la- donnez une autre définition que, Ben non, on dit que c'est que ça. la On dit- définition on dit- habituelle. On dit Voilà. que c'est donc social. Communément admise, Quand on on va dit que dire. c'est social et historique, on dit que ça n'est pas génétique. Donc c'est ça. Oui, bien sûr, mais... D'accord, bon, je crois que. Et non, mais on a bien j'ai quand même compris. Hein. suffisamment dit que moi-même je l'étais. Mm. Ça dépend dans le rapport avec qui. Le contexte, bien sûr. Bon, non, mais je pense Et qu'on que j'en a. prends ma part de responsabilité. Ok. Bon, Voilà. voilà. Très bien. Alors, on va, je pense, mettre un petit bout de temps quand même à décrypter tout ça et à le remettre en forme. Et, enfin bref, voilà. Donc, on vous enverra bien entendu par mail le produit de ce travail de remise en forme, comme on dit. Et puis ensuite, vous corrigez. Voilà, enfin, sans dénaturer totalement évidemment la teneur du débat. Il n'y a pas de raison. Voilà, non mais parce que, voilà, que ça arrive parfois. Mais bon, ensuite vous êtes libre d'intervenir, d'apporter vos corrections, etc. Nous le renvoyer. Bon, il y aura peut-être quelques petits allers-retours. Mais bon, ça de toute façon, on vous explique un peu les choses dans le mail. Très bien. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci. Alors.